Et quand vous dites que les gens ont du mal, le problème c'est que les gens ont le mal qu'ils se sont eux-mêmes injectés par la platitude, la fainéantise, la paresse, la lourdeur, la lâcheté. Mais le pire est qu'ils sont fiers de leur obscurantisme, ces minables. Ils sont fiers d'être cons. Bah non, je suis à moitié libanais. Putain, il est fort ce con. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On a repoussé les limites, là. Avec les prétentieux, c'est toujours pareil. Moi, je. Lire, c'est la compréhension radicale que je veux me tenir debout. Je veux pas ramper, je suis pas un esclave, je veux me tenir debout. Vous arriverez toujours à me faire rire, même quand je n'ai pas envie. Marx. Encore Marx. Toujours Marx. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Oui, oh, les ignorants confondent parfait avec Spinoza. Tant pis pour eux. Oui, alors ça, tant pis. À présent, vous ressentez du désir sexuel pour moi. Bonjour à tous et bienvenue dans Ça Envoie, l'émission qui va vraiment voir les voix. Et aujourd'hui, on est avec un collègue de Franche-Comté, c'est suffisamment rare pour être souligné, même si c'est l'autre bout de la Franche-Comté par rapport à moi, Franche-Comté en force. On est en compagnie d'un camarade. Alors il a tout fait, il a commencé il y a longtemps, hein. Humoriste, batteur, réalisateur de courts-métrages, comédien de théâtre spécialisé dans l'improvisation, mais pas que, voix off depuis quelques années. Vous allez voir aussi que le doublage s'annonce et que ça va être plutôt très bon. On est avec Rodolphe Campégia. Salut Rodolphe. Salut Alexandre, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de ta présence avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Je crois qu'on va bientôt atteindre la 10aine. Ça y est, on est chez les grands. Et ça fait plaisir de faire partie de cette dignité pour 10. Voilà, petit jeu de mots. Ça ne veut rien dire. Ça Ça va ne être veut rien compliqué dire. cette émission. Oh, je déteste les comédiens, mais pourquoi je fais ce métier? Surtout toi particulièrement. Ça se Bah sent oui, d'ailleurs. moi j'utilise beaucoup de néologismes en plus, donc là tu vas être ravi. On va les garder. Rodolphe, par où commencer? Tu m'as fait tout ton parcours. Tu as une bonne quinzaine, vingtaine maintenant d'années d'expérience dans les choses artistiques qui tournent autour de la voix, mais pas que. On peut faire un petit retour biographique et puis après, je t'emmènerai le long de notre fil rouge d'émission qui est comment panacher toutes ces disciplines que tu as explorées autour de la voix. Et là, je te demanderai ton expertise sur plein de points. Eh ben, fort bien, emmène-moi. Pas de Alors, souci. je te laisse nous raconter un peu. Eh bien, que dire? J'ai commencé par la batterie, moi personnellement. Je parle de l'approche scénique et l'approche artistique en tant que telle. J'ai toujours été, je crois que d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été attiré par tous les arts. J'ai toujours eu une âme d'artiste, comme on dit, même si ça fait un peu bateau. Ouais, à l'âge de mes 15 ans, j'ai découvert l'instrument de la batterie et c'est comme ça que je me suis lancé, d'abord en tant que musicien, c'est vrai, dans un groupe et on a fait, pas mal de choses ensemble, pas mal de concerts et cetera. C'était super cool, on faisait nos propres compos, enfin et ça j'en garde, toujours un excellent souvenir. Pour la plupart, on est encore potes d'ailleurs, je les salue si un jour ils voient cette vidéo. Et sinon ensuite, de fil en aiguille, j'ai compris que, la musique c'est cool, ça m'avait appris beaucoup de choses, mais en tant que batteur, surtout derrière les gens, j'avais envie de plus. J'avais plus, la niaque d'y aller comme ça, pour faire des concerts, ça me donnait plus rien. Et bon, ça c'est terrible, hein, pour un artiste quand ça te fait plus rien déjà à l'intérieur, c'est que tu vas pas donner grand chose sur scène. Donc, il me fallait un peu cette, comment te dire? Cette alchimie avec le public et puis surtout l'adrénaline qui me manquait. Et donc c'est comme ça que je suis monté sur scène, à partir de mes 22-23 ans. J'ai rencontré un coach artistique avec qui on a travaillé un premier sketch puisque du coup je me suis lancé en tant qu'humoriste.
Ça m'intéressait beaucoup, c'était à l'époque de On ne demande qu'à en rire et de voilà, de fil en aiguille, je suis passé de batteur à comédien. Ensuite, j'ai voulu faire mes armes en intégrant un atelier, d'improvisation théâtrale et c'est comme ça que j'ai appris aussi que j'ai rencontré l'art de l'improvisation théâtrale, qui est un art à part entière, n'en déplaise aux vrais, «théâtreux», entre guillemets, que je salue d'ailleurs, hein, et que je respecte, mais c'est vraiment un art à part entière et j'ai gardé ça, jusqu'à maintenant. Voilà, même si aujourd'hui, voilà, je suis voix off, je suis plein de choses, on peut en parler, mais je reste avant tout un comédien improvisateur sur scène. Je m'éclate avec, des collègues, on fait des spectacles ensemble. On a aussi un atelier, où je donne des cours, d'improvisation théâtrale à qui le veut bien et qui veut essayer de tenter l'expérience et hem et voilà, donc du coup, c'est un mélange de tout ça, ma vie, aujourd'hui. Et encore, tu es modeste, tu ne nous dis pas tout, parce que tu as eu aussi des ouvertures vers le monde de la télévision, tu as fait des interventions parfois en entreprise, tu m'as raconté le petit happening à Fessenheim, je te laisse raconter l'anecdote. Ah ouais, si tu veux, yes, pas de souci. Alors oui, donc pour la partie télé, c'était pendant pareil que j'apprenais le métier d'humoriste, j'avais été contacté effectivement par On ne demande qu'à en rire pour faire un sketch. Ça s'est pas forcément bien passé, mais par contre, j'en garde un souvenir exceptionnel de toute façon et c'était, très cool. Il y a une petite anecdote là-dedans, c'est que mon sketch a foiré, mais si tu veux, il a scindé le jury en 2. Et il faut savoir que quand j'y suis allé, il y avait, 3 émissions d'enregistrées, dans le même après-midi quoi et moi je passais à la troisième. Donc j'ai eu le loisir de voir les 2 premières où tous les nouveaux humoristes se faisaient flinguer, par, Jean-Luc Moreau. Tu Mhm. sais, il est connu, hein, c'est un metteur en scène de talent Je vois qui c'est. et je me disais: «Mais c'est pas possible, je vais me faire démonter aussi, quoi» et en fait, c'est le seul qui m'a sauvé, en fait, sur cette impro. C'est-à-dire qu'en fait, enfin sur cette impro, sur ce sketch, pardon. C'est que je finis le sketch, bon, voilà, je le rate et cetera. Heu, Catherine Barma, la productrice de l'émission, dit: «Bah, c'est pas bon, qu'est-ce qu'il fout là?» En gros, c'est entre guillemets, c'est ça, quoi. On avait un Laurent Ruquier qui disait, «Oh non, moi je trouve qu'il y avait des choses, je sais pas quoi encore, mais voilà, moi je lui ai redonné la moyenne pour pouvoir le revoir». Bon, Benguigui disait: «Oh moi j'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai dit que c'était raté machin» et il y avait Jean-Luc Moreau qui disait: «Bah moi je suis pas d'accord avec vous, il y avait des effets comiques, il y avait, de l'intelligence dans ce qu'il avait écrit, c'est dommage, c'est juste qu'il est passé à côté de son sketch» et je le voyais en fait, il avait préparé et c'est vrai, hein, il m'avait vraiment lu en quelques minutes. C'est là qu'on voyait vraiment le pro. Il disait, il avait prévu, comment dire? Des vannes, avec des rires. Les rires ne sont pas venus et à chaque fois il s'est fait mal et à chaque fois il s'est fait mal et à chaque fois il s'est un peu plus rabougri et c'est ça qui a fait que du coup il est passé à côté de son sketch. En plus effectivement du track et cetera et tout ça est vrai et je me suis dit: «Waouh, lui c'est pas que de la télé, il est vraiment pro dans ce qu'il fait, il a tout compris quoi» et hem et je me rappellerai toujours, il y a donc Catherine Barma qui se retourne et qui fait: «Ah bah, on l'a pas vu». Puis lui, il se retourne vers elle et puis il lui dit: «Bah, moi je l'ai vu parce que je suis un professionnel madame» et en fait bon, moi, au milieu de tout ça, j'étais en mode: «Bon, bah, tais-toi, ferme-la, fais-toi petit, c'est très bien, ils sont en train de s'engueuler ensemble et puis bon, bah, tu pars, voilà, tu pars, mais tu es pas non plus, éclaté au sol». Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote, mais je trouve ça toujours marrant de la rappeler et ensuite, concernant, oui, donc l'happening que j'ai fait donc là récemment avec, des collègues de l'improvisation. En fait, on a été contacté par une boîte d'événementiel, qui elle-même donc du coup était, comment dire? La prestataire de service du client donc final, et en fait, pour une soirée, voilà une soirée, cocktail sympa, pour l'entreprise, on devait se faire passer pour, des serveurs, du lieu qu'ils avaient loué, et en fait, petit à petit, faire monter la sauce, de gens incompétents, peut-être imbuvables, peut-être que sais-je, on ne savait pas encore, hein. Nous, on fait qu'improviser et c'est bien là que j'adore comment dire? Cet art, c'est parce qu'on s'adapte vraiment. C'est-à-dire qu'on avait prévu avec le client, on leur disait ce qui était possible de faire, mais on leur rappelait à chaque fois qu'on fera vraiment en fonction de la soirée, en fonction des gens, parce que sinon ça ne marchera pas et
Donc du coup, on s'est installé petit à petit. Bon, il faut dire aussi que l'équipe de l'hôtel, et cetera, ils étaient au top. Le maître d'hôtel a dit à toute son équipe: «Voilà, ça, c'est 4 faux serveurs. Vous faites comme si c'était des serveurs. Voilà, soyez pros et puis, bien sûr, s'il y a des gens qui vous posent des questions sur eux, vous dites que c'est des extras». Qu'on a dû recruter très vite et ce qui est vrai. Alors, voilà et puis du coup, on a eu même en plus, le droit et ça c'est super cool à des mini cours de comment on sert une bouteille de vin, où est-ce qu'on met la serviette et cetera. Vraiment pour être, le plus à l'aise possible et voilà et donc du coup, on a fait monter la sauce petit à petit avec des blagues, ou des vannes ou en tout cas des remarques qui se veulent désobligeantes, hein, qu'on ne fait pas normalement. Moi, j'avais un collègue à moi qui avait repéré une femme enceinte et qui disait à cette dame, ah bah, d'abord il lui donnait des conseils très gentils, genre: «Bah ça, vous devriez pas le prendre parce qu'effectivement, il y a du fromage non pasteurisé» ou des choses comme ça. Puis à un moment donné, il se retourne vers quelqu'un d'autre et il dit: «Et vous aussi d'ailleurs?» et puis elle fait: «Mais je suis pas enceinte». «Ah pardon» et puis enfin, plein de choses comme ça, totalement injustifiées, mais c'était dans notre rôle, hein, je le précise, on n'est pas comme ça dans la vraie vie et voilà. Donc on a continué, on a fait plein de choses comme ça, on amenait des panières de pain, à moitié vides, d'autres qui étaient totalement pleines, mais à ras-bord, on faisait tomber ça partout. Des fois, je disais à une collègue: «Mets du pain là, il en manque» et en fait, au lieu d'amener la corbeille de pain, elle prenait le pain, puis elle la jetait comme ça sur la table et donc voilà, on a fait monter la sauce petit à petit et à la fin, on a réussi à faire un climax parce que donc l'idée, hein, c'était vraiment de foutre le malaise, hein, c'était notre but, de foutre le malaise à un moment donné pour que tout le monde y croit et laisser planer le doute pendant quelques minutes avant de revenir un peu en héros, genre regardez, c'était que des comédiens. Et au final, ouais, on a réussi en fait. Alors, nous, notre parti pris, c'était par contre pour le climax, il faut que, en fait, on s'engueule entre nous plutôt que de prendre à partie quelqu'un, parce qu'on n'est pas là non plus pour être des gens qui ont leur propre punching ball et puis qui y vont. Mais entre nous, on peut le faire. Donc du coup, on a accablé une de nos comédiennes qu'on a fait passer en fait pour quelqu'un d'incompétente, etc. Mais devant tout le monde, quoi. Et du coup, il y a un monsieur qui est arrivé vers un de mes collègues, donc du coup, qui jouait le mec qui était odieux avec elle, mais vraiment odieux au sens même, je veux dire, dans la vie de tous les jours, même si elle a fait une connerie, tu ne lui parles pas comme ça. Et le monsieur, effectivement, et d'ailleurs, c'est tout à son honneur parce que c'est le seul à s'être levé, il s'est levé, puis il était en mode, je vais t'en mettre une, arrête tout de suite parce que c'est vraiment pas bien ce que tu fais, etc. Alors que la comédienne était en train de chialer, elle fait ça super bien, hein, intérieurement, elle rigolait, mais alors, putain, mais waouh, quelle actrice aussi, il faut le dire. Et moi, je devais arriver justement pour séparer, pour dire, parce que j'étais un peu genre le chef, mais le chef de la brigade, comment dire, euh, juste quoi. Voilà, moi j'étais pas odieux. Donc en fait, j'arrivais pour leur dire arrêtez, c'est pas ici qu'on règle nos comptes, vous revenez. Mais je suis arrivé un peu trop tard, le mec est arrivé et vraiment j'ai cru que ça partait mal. Alors après, je suis arrivé vers le mec et puis j'ai dit non, non, mais vous inquiétez pas, on va régler ça, monsieur, ne vous inquiétez pas. Et on est parti comme ça. Donc nous, dans notre cuisine, on était morts de rire. Le directeur, le seul donc qui était au courant de tout ça, c'était le directeur, donc du coup le client est allé voir son employé pour lui dire de redescendre très vite parce que c'était une blague. D'ailleurs, ce monsieur après est venu s'excuser en disant mais je sais pas où me mettre, etc. Alors que nous on disait non mais vous inquiétez pas, c'est très bien, c'est que ça a fonctionné. Et voilà, et ce qui est cool, c'est qu'on revient dans la salle et on dit, bah, en fait, voilà, c'était nous les comédiens. Et puis, tu as plein de oh, les bâtards, oh, les enfoirés, oh, putain, oh, mais ça se fait pas. Apparemment, on en a fait pleurer plus d'un. Il y avait une dame qui a dit, bah, moi, j'ai pleuré parce que j'étais vraiment en empathie pour cette dame. On s'est même engueulé avec mon mari parce que mon mari me disait, oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher? C'est leur histoire, arrête. Enfin, bref, on a fait, on a fait pas mal de trucs comme ça. Mais au final, je pense que le lundi au bureau, donc du coup après le week-end, parce que ça se passait un samedi, je crois, ou un vendredi soir, je sais plus, ça a dû jaser, quoi. Ça a dû jaser sur la soirée, et du coup c'était le but, donc on est très content. Et d'ailleurs, ouais, la boîte qui nous a embauchés nous a dit, on va sûrement réitérer. Alors, au-delà de l'anecdote, que je te remercie d'avoir partagé, Pas de souci. il y a deux enseignements qu'on peut retirer pour rentrer un peu dans le vocabulaire technique, il me semble. Sur ton parcours d'humoriste, je parle sous ton contrôle. Retenez bien ça, les nouveaux. Être musicien et vous essayer à l'exercice extrêmement technique de l'humour va vous apprendre l'importance du rythme à la seconde près. Ça, c'est vrai. Et ce vous sera très utile comme comédien. Je vais te laisser développer, évidemment, hein. Et la deuxième remarque ça m'inspire par rapport au happening et par rapport à l'improvisation
on appellerait ça un prank aujourd'hui sur Oui, Internet. oui. Nous, on a appelé ça C'est la posture. la posture, c'est plus joli en français, t'as raison. C'est apprendre à faire facilement les ruptures, qui va être très utile aussi, Mmh, je mmh. dirais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Tout ce que tu dis est totalement vrai. Et en plus, moi, en plus, musicien, batteur. Donc, le mec qui sonnait le rythme. Ça m'a toujours servi, c'est vrai. Parce que on le dit souvent, hein, l'humour, la comédie, c'est cousu de fil blanc au niveau du rythme. Il faut vraiment qu'il y ait rien qui dépasse, que ça soit à la minute près. D'ailleurs, moi aussi, quand j'écris mes courts-métrages et que je veux donc du coup faire rire, je pense à ça. Je pense vraiment à la rythmique, à comment il faut que ça sonne, parce que c'est vraiment une musique, quelque part. Et d'ailleurs, souvent avec un des comédiens, Dom, que je salue au passage, Dominique Bonnet, qui a fait plein de figurations, etc., pour plein de films ou de productions bien connues. Lui, à chaque fois, il me sort bien sûr son interprétation, puis je lui dis: «Non, pas comme ça, je la veux vraiment comme ça. À la fin, je veux que tu fermes, à la fin, je» et je suis un peu chiant, mais parce que je sais en tête, parce que je m'occupe aussi du montage après, et cetera, puis je vois le rythme que je veux, je sais que ça va sonner comme ça et que s'il me le fait comme ça, c'est pas que c'est pas juste, c'est que c'est autre chose et moi, je veux pas autre chose, je veux ça, quoi. Et ça, j'adore. De toute façon, moi, dans le petit cinéma humble que je fais, dans les courts métrages que je présente à des festivals, je m'éclate vraiment à l'écriture. Parce que pour moi, c'est la base. S'il n'y a pas une bonne écriture, derrière, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas, voilà. Donc moi déjà, vraiment, je pointe l'écriture à fond et du coup, c'est génial parce qu'il y a tout à faire et que tu peux tout faire et que tu peux laisser cours et libre cours à ton imagination, quitte après à te dire: «Bah, ouais, mais attends, mais j'ai pas le budget pour le vaisseau spatial, donc je vais le changer», mais au moins tu l'as écrit d'abord. Faut pas te brider, faut pas être ton autocenseur et ça, c'est très dur, hein, aujourd'hui de pas l'être, mais il faut essayer vraiment de pousser les murs, de la page et ensuite, une fois que c'est fait et que j'ai l'écriture, et une fois que je mets ça après en bouche aux comédiens, mais c'est un bonheur absolu, quoi. Parce que quand ils me le font comme je le pensais, surtout qu'en plus j'écris pour eux, un peu comme, Alexandre Astier le fait avec ses comédiens. Moi, j'aime bien écrire pour les gens que je connais parce que c'est plus facile et aussi parce que je sais qu'ils sont capables et des fois je les pousse un peu hors de leur, confort parce qu'eux, ils ont pas cette gouaille, ils ont pas cette logorée, ils ont pas cette manière de s'exprimer ou quoi et ben, c'est génial, quoi, parce que ça donne des choses qui sont à mon sens bien sûr, magiques et voilà, ça me comment dire? Ça me rend à chaque fois, comme un gamin qui redécouvre à chaque fois ce métier et cet art, voilà et ça c'est cool, je veux l'entretenir ça, cette flamme. Mmh. C'est essentiel pour, ne serait-ce que nourrir tes personnages et puis pour toi en tant que personne, tu vas Ah forcément carrément. faire un lien entre les 2. Mais c'est très important, on va en reparler au cours de cette interview, effectivement. C'est fondamental comme apport, surtout de percussionniste, comme tu l'as dit, c'est pas seulement musicien, c'est percussionniste, c'est encore plus marqué. Je crois que c'est Jean-Laurent Cochet qui disait ça dans ses cours de théâtre. Pour les vieux comme moi, qui se rappellent des cours de Jean-Laurent, paix à son âme, faut surtout pas essayer d'être précis. Il n'y a rien de pire, il faut essayer d'être exact. Oui. Et c'est beaucoup plus dur, mais ça demande vraiment d'être à la milliseconde sur le temps, un peu C'est avant, vrai. un peu après, il n'y a pas le pleur, il n'y a pas l'excitation, il n'y a pas le rire. Mais c'est vrai, c'est totalement vrai et même j'aimerais te dire que j'ai pas encore percé tous les mystères du stand-up, du one man, de l'humour. Hmm. Parce que moi, il y avait un sketch que je faisais, l'un des premiers sketchs que j'ai écrit tout seul cette fois, pas avec mon coach, quand j'ai commencé vraiment à faire mon one man, parce que j'ai écrit un one man, finalement j'ai réussi à écrire un one man entier que j'ai joué 3 fois en tout, ce qui à mon petit niveau est beaucoup, mais voilà, je l'ai joué 2 fois au Boui-Boui à Lyon, qui est donc une salle assez connue et reconnue sur Lyon. Mais c'est vraiment un Boui-Boui, hein, c'est très petit et c'est génial, c'est une cave en fait. Tu descends dans la cave et c'est là que le public s'installe. D'ailleurs, le public s'installe en traversant la Seine. Il est obligé, c'est ça qui est marrant. Donc voilà. Et une fois, bah, c'était d'ailleurs dans la région là pour un festival, qu'organisait la ville et en gros, l'un des premiers sketchs mon spectacle s'appelle Rock'n'Lol, enfin s'appelait Rock'n'Lol et le premier sketch était justement sur mon groupe de rock. J'expliquais un peu mon passé en tant que groupe de rock et cetera et voilà et pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'il y a des fois où ce sketch cartonnait
et des fois avec un autre public qui ne cartonnait pas du tout. C'était pas un bide, mais c'était pas waouh, et en fait, je comprenais pas pourquoi, et aujourd'hui, je sais, par le biais d'humoristes qui ou que j'entends dans les interviews, les tips qu'ils donnent et cetera, je me suis fait un petit peu un boogie-boulga de savoir, et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que tu peux pas redonner ton texte, de la même manière, que tu as donné à un public, et le redonner comme ça, et penser que ça va marcher, ça ne marche pas comme ça. Il faut être aussi en accord, et c'est très, très dur, être en accord avec, ce que tu es à l'instant T, quoi, avec les émotions que tu portes à l'instant T, et connecter avec le public pour qu'il croie vraiment à ce que tu dis et qu'ensuite ça passe. Et ça, c'est très, très dur, et si je réécris un jour des sketchs et des one man, ça sera mon challenge à moi, c'est de découvrir cette alchimie, cette ce substantifique moelle de: «OK, comment on fait pour que ça marche tout le temps avec notre propre personne?» Et ça, malheureusement ou heureusement, c'est pas ça peut pas être une recette toute faite, parce qu'on est tous différents, et que ça, c'est à nous de le découvrir, quoi. C'est un long chemin, mais c'est à nous de le découvrir. Il y a des techniques sûrement, on en parle, on sait qu'il faut faire ça, mais pour le faire, ensuite, il faut se découvrir, quoi, et ça, je trouve ça super intéressant. Donc s'il y a un challenge à faire un jour, sur scène, ça serait celui-ci pour moi, plus tard, si un jour j'ai envie de refaire des sketchs. Pour l'instant, j'en ai pas l'envie, mais je m'étais toujours dit que je remonterais sur scène en tant qu'humoriste un jour pour, peut-être pour parler, de mon nouveau quotidien, voilà, de la voix off et tout ça. Ça peut paraître peut-être un peu ésotérique pour les gens qui ne sont pas comédiens, qui nous écoutent, mais au cas où, vous allez comprendre tout de suite. Il y a des humoristes aujourd'hui qui s'en font même une spécialité, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de spectacle. Ils sont sur scène, ils interagissent directement avec le public, et ils rebondissent à l'impro, ils chambrent les spectateurs, ils font des blagues. Ben, tu t'appelles comment? Chantal, t'es divorcée? Ah bah oui, je comprends. Tac, 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 et ils montent là-dessus, et ils inventent au fur et à mesure. C'est un exercice redoutablement difficile et très particulier, mais c'est de ça dont on parle. C'est qu'en fait, d'un public à l'autre, effectivement, c'est pas un produit calibré, même quand tu as un truc écrit et qui doit être écrit au millimètre, il est écrit au millimètre et il doit l'être. Et pourtant, si ça devient quelque chose de calibré que tu donnes pareil tous les soirs, ça tombe à plat parce qu'il manque l'alchimie dont tu parlais tout à l'heure, qui change tous les soirs parce que l'humain a changé. Et ça, c'est dur à expliquer. On peut presque pas, faut l'expérimenter. Exactement. Ouais, il faut l'expérimenter. Ça passe par, vraiment des sensations que tu vas ressentir, et que tu vas te dire, «Ah d'accord, ça fait ça. Bon, bah, d'accord, j'ai compris ce qu'il a voulu dire», et encore, même quand tu l'as compris, tu vas le comprendre différemment. Mais c'est ça aussi la beauté de l'art, hein. De toute façon, c'est pour ça que c'est de l'art. C'est pour ça que c'est pas de la technique. C'est quelque chose de pas forcément palpable, mais c'est ce qui est intéressant aussi. On touche vraiment à l'humain, on touche vraiment au sensible, à l'invisible. À l'indicible, je dirais même. Mais voilà, donc à un moment donné, il faut, mais je le dis en rigolant, mais quelque part, je le pense vraiment, et ouais, je trouve ça super intéressant. Pour moi, tu vois, je pourrais en parler des heures, en philosopher des heures. Je philosophe avec moi-même des heures. Je peux vous dire, il y a un bordel là-dedans. Heu, mais c'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui me fait expérimenter. Moi, je suis un explorateur, hein, j'adore explorer pas mal de choses. Je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai une vie avec, où j'ai fait autant de choses différentes, parce que j'ai toujours osé, mais j'ai pas osé pour oser. J'ai pas osé pour, dire, «Oh, je suis capable» ou machin. C'est ça, ça vient après. Je fais le truc et puis je fais: «Ah putain, j'ai été capable de ah ouais, c'est moi qui ai fait le ah bah d'accord, OK». Mais par contre, j'adore explorer, c'est ça, c'est mon moteur, c'est de me dire, «Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Comment je peux l'implémenter dans ce que je fais, et où est-ce que ça nous mène, quoi?» Ça, c'est super intéressant, ouais. Ouais, tous les artistes le savent à leur façon, même si elle est parfois différente. La, la préparation froide est une aide qui te tue. Oui. En écriture, c'est pareil. Tu cherches une idée, c'est le pire truc à faire. 80% des idées viennent en écrivant. On verra après l'idée. Et C'est ça, vrai, c'est c'est vrai. tellement contre-intuitif. Mmh. C'est vas-y, on verra après. Tu sais, des fois, quand t'es un peu fatigué ou quand t'es face à des gens durs à débloquer, Mmh. tu vas m'en parler parce que tu es directeur artistique, réalisateur, metteur en scène. Lancer les gens dans un truc, ils veulent une idée. Ils veulent absolument un truc auquel se raccrocher pour surtout rester crispé sur la bouée. Donc t'auras rien. Et donc t'es obligé de leur dire arrête, vas-y, arrête de réfléchir, on verra après.
Tiens, fais le lapin. Mais Ah ben, on doit jouer un garde suisse au 17e. Je m'en fous, fais la grenouille. On verra après. mais en plus, alors là, c'est d'autant plus, enfin, c'est vraiment, là, on est pile dans ce qu'est l'impro. L'impro, c'est ça. L'impro, je passe, je passe, je passe 95% de mon temps à dire aux gens de lâcher prise, de plus être dans la tête. Mais d'être vraiment. Alors ça, c'est très dur, hein, parce que ça, non, attends, j'ai besoin de ma tête parce que sinon, je vais être à poil sur scène. Bah oui, justement. Ah bon? Oui, bah oui, oui, il faut que tu sois un peu à poil sur scène pour qu'on te découvre, pour qu'on puisse être avec toi. Ah d'accord. Et ça, c'est 95%. L'autre pourcentage, c'est l'écoute aussi. Voilà, je leur apprends à écouter, à s'écouter eux-mêmes, et surtout à écouter l'autre, parce que l'impro, c'est pas du stand-up justement, c'est pas du one man. Faut être un peu avec l'autre aussi. Et si t'es pas avec l'autre, et ben t'es pas dans l'écoute, et donc du coup personne s'écoute, tout le monde parle chacun de son côté et on n'avance pas. Mais ouais, la première des choses, c'est lâcher prise. Et ça, c'est très dur, hein. Mais même pour moi qui enseigne aujourd'hui, des fois, je sais quand je ne lâche pas prise. On a tous des moments où on ne sait pas lâcher prise, on ne sait plus lâcher prise, où on n'a pas envie d'ailleurs. Des fois, ça arrive aussi. Et ben, il faut des fois se réinventer, retrouver des choses. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le côté aussi que bah, rien n'est acquis, hein, tout se transforme, et il faut toujours bosser et remonter sur sa monture pour pouvoir y arriver. Donc voilà, ça c'est ça qui est cool. Mais c'est vrai, et je pense que là, bah, du coup, je parle aussi un peu sous ton contrôle, Alexandre, vu que toi aussi tu es coach dans ce que tu fais. C'est quand même intéressant quand on est coach, parce qu'on apprend beaucoup aussi de notre enseignement. On enseigne, et par rapport à ce que l'autre a compris, les déclics qu'on lui fait faire, ou pas d'ailleurs, ça nous apprend plein de choses sur nous-mêmes. Et ça, je trouve ça génial aussi, quoi. Ah bah, je le dis toujours, vous ne savez pas à quel point vous m'envoyez des choses au-delà de votre temps, votre confiance, votre argent, quand on travaille ensemble. Oui, c'est évident. Mais Ouais. encore une fois, c'est des choses à vivre. Après, peut-être pour éclaircir ce point qui est important, ça j'aimerais avoir ton avis, quelle est la différence fondamentale entre l'impro et le théâtre? Et pourquoi est-ce que les gens de théâtre, parfois, ont peut-être une petite condescendance envers l'improvisation? Et peut-être pourquoi les gens de l'improvisation pensent que les gens de théâtre sont un peu coincés? D'où ça vient? Moi, déjà, je balaye un truc, parce que moi, je te dis vraiment que ce que je pense. Et je pense pas que les gens du théâtre sont des gens coincés. C'est pas ce que je pense. Ce que je pense, c'est que par contre, j'ai vu plus d'une fois des gens de théâtre, quand tu leur dis que tu fais de l'impro, te regarder effectivement avec des yeux, eux, ils sont en haut, et puis ils te regardent comme ça de très bas. Ça Et ça, existe, ça me gonfle au plus haut point. Je dis pas qu'ils sont tous pareils, je les ai pas tous connus. bien sûr. Mais je dis qu'il y en a beaucoup souvent. Et pourquoi? Parce que c'est très simple. Souvent, et ça, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu. Souvent, quand on dit à quelqu'un de théâtre qui te regarde comme ça, qui te dit que tu lui dis que tu fais de l'impro, souvent il te dit: Ah oui, moi aussi j'en fais dans mes exercices pour préparer mes comédiens. Voilà. C'est-à-dire que ils ne comprennent de l'impro que ce que c'est, juste un petit exercice qu'on utilise, ouais, mais je veux dire, c'est un exercice, quoi, je veux dire, c'est pas le théâtre. Et en fait, moi, dans mon esprit, l'art que nous faisons, ce n'est pas le protozoaire que toi tu utilises d'impro pour pouvoir faire ce que tu fais. Nous, ça va plus loin. On a développé ce truc pour que ça fonctionne. Nous, on arrive, quand on est des très bons comédiens, à faire un vaudeville improvisé pendant 1 heure, et on le fait. Et hem et je veux pas paraître ni condescendant, ni pas assez, ni machin. Je trouve que j'ai vu des fois des pièces de vaudeville improvisées meilleures que certaines qui sont écrites, et puis parce que des fois, il peut y avoir des pièces aussi qui sont mal écrites, ça existe aussi, quoi. Donc moi, ce que j'aimerais dans ce monde, un peu pourri parfois, c'est qu'on arrête de opposer, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois, il y en a qui te regardent avec un regard où forcément il y a opposition, forcément il y a comparaison, forcément il faut que toi tu sois meilleur que moi, parce que toi tu as fait, conservatoire, et que tu es, comédien, et que tu as fait, oh là là, tu as fait Molière, tu as fait Shakespeare, tu as fait, alors du coup voilà, tu es super fort. Mais non, mais je me compare même pas, en fait. C'est juste que tu me renvoies cette image, je suis obligé de te dire que non, on ne fait pas que tes exercices d'impro pour préparer les gens, le corps, et etc. On va plus loin. Et donc du coup, la différence fondamentale, bah, c'est juste que c'est pas juste qu'on n'a pas de texte, c'est que l'approche est totalement différente. Il faut arrêter d'opposer les arts entre eux, et arrêter aussi de les juger par le prisme d'un certain élitisme, parce qu'au final, moi je suis désolé, mais il y a beaucoup de gens
qui aussi, un public, certains qui en ont marre en fait de voir des choses pompeuses, des allégories, des choses un peu trop enfumées. Ils aiment bien aussi venir des fois, de temps en temps, nous voir et se marrer quoi. Et souvent, les publics, que nous on draine en tout cas avec ma troupe d'impro, les gens ressortent avec la banane en nous disant: «Mais qu'est-ce qu'on s'est marré quoi, qu'est-ce que on reviendra vous voir» et ça, bah, ça vaut tout l'or du monde parce que nous, on fait ça pour ça et en plus à chaque fois, enfin, ça arrive souvent, hein, que des gens nous disent: «Non mais c'était écrit, c'est pas possible». Bah, voilà, ça veut tout dire. Donc et voilà et je trouve qu'on fait partie aussi, des comédiens les plus adaptables au monde. Je dis qu'on en fait partie, je dis pas qu'on est les seuls, attention. Je dis juste que, ouais, quand tu fais de l'impro et que tu en fais vraiment bien, que tu en fais vraiment, ton art et ben, ouais, tu arrives à t'adapter, quoi et ça, bah, c'est une putain de qualité pour plein de comment dire? De cas de figure, quoi, hein et combien de fois on a entendu sur des sets de tournage, même des pros, dire, «Ah bah là, donc j'avais prévu le texte machin, il se lance et là il a fait une impro magnifique, je l'ai gardée». Bah, ouais, voilà, donc s'ils ont cette qualité-là, des fois ça t'enrichit même un film et puis tu réfléchis pas pareil, tu réfléchis vraiment, à 15 000 idées à la seconde et voilà, donc ça entraîne pas mal de choses l'impro et ça j'adore, voilà. Là, techniquement, le fait de ne pas avoir de texte sur lequel s'appuyer va tout changer dans le type de ressort de comédien que tu vas chercher en toi, entre Oui. impro et pas impro. Ah oui, oui. Enfin, ça va peut-être pas tout changer, mais ça va changer la manière dont tu abordes la scène, c'est sûr. Parce que quand tu as un texte que tu as déjà nourri avec, les collègues, comédiens, comédiennes et que tu sais à tel instant, telle intention et cetera, après on va dire que ton métier à toi, ça va être de, vraiment réincarner le personnage et à l'instant T faire ressortir les émotions à tel moment. Bah, ça c'est un vrai métier, il y a pas de souci. Mais nous, en impro, on va jamais s'appuyer sur un texte, on va s'appuyer, le plus généralement sur un thème qu'aura donné le public dans un bout de papier qu'il aura mis déjà en avance et donc du coup, là, tout l'art, c'est de se dire à chaque fois: «Bon alors j'y vais comment? Est-ce que j'y vais par l'appui d'une émotion quelconque? Est-ce que j'y vais par l'appui d'un corps que je vais imprimer et puis qui va me donner, tu vois, ça m'arrive souvent, moi quand j'ai pas d'idée, parce que ça arrive, hein, on n'a pas d'idée du tout, via la thématique et ben, on dit: «Bah, allez, j'y vais avec une émotion». Donc on va sur scène et on incarne une émotion et on attend de voir et et plus on a de bouteilles et plus on n'a pas peur du vide. On prend le temps. D'ailleurs, on le savoure cet instant et plus on le savoure et souvent c'est le public, ça fait mouche parce que les gens ressentent, ils disent: «Mais qu'est-ce qui se passe? À quoi il pense là? Qu'est-ce que» tu vois? Il se passe un truc et là, bim, on crache la Valda, on commence à créer l'histoire et voilà et de fil en aiguille, d'idées, de l'un avec l'idée de l'autre. C'est ce que je dis souvent, mon univers plus ton univers égale notre univers. C'est ça qu'on construit dans l'improvisation et c'est génial. Ou alors des fois, pas une émotion, on y va avec un corps. Alors je sais pas, tu vas commencer à boiter, tu vas commencer à te voûter, puis écoute, tu vas commencer à avoir une voix un petit peu comme ça. Ou peut-être tu vas être un vieux papy comme ça là, qui est dans son EHPAD et puis qui avance avec son petit ambulateur et puis voilà, et puis qui a envie de se faire la petite Mireille parce elle est quand même pas mal la petite voilà, j'en sais rien. Tu te transformes en fait et c'est ça qui est génial, c'est que tu sais pas à l'avance ce que tu vas faire, mais nous ce qu'on travaille toute l'année, c'est toutes les techniques qui nous permettent pardon, hem, d'être dans le lâcher prise, d'être, dans l'écoute et ensuite de performer le plus possible qu'on puisse le faire. Voilà. Ça me fait sourire parce que je peux tout à fait te rejoindre là-dessus. Il m'est déjà arrivé, exprès pour les choquer mais provoquer un effet, de dire à des comédiens: ah, c'est bien, vous avez bien bossé, vous êtes en train de faire les 2 pires trucs que vous pouvez me faire. C'est dire votre texte et jouer. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes en train de dire votre texte, bah, vous êtes en train de dire votre texte pour vous. Vous pensez au texte dans votre tête pour pas louper un mot. Et puis vous êtes en train de jouer, c'est-à-dire on voit un comédien en train de faire de la comédie, on voit pas le personnage, vous jouez pas avec l'autre, vous êtes juste en train de jouer vous, et puis quand vous avez fini, bah c'est à lui. Et vous, quand vous demandez aux gens qui connaissent pas la technique du théâtre et qui sont pas comédiens, qui vous disent alors vous avez aimé? Ils disent, oh non, j'ai pas aimé ce film. Pourquoi? Bah il était pas bon. Pourquoi? Ils ont du mal à aller au-delà dans cette question-là. Mais quand ils y vont, c'est toujours, bah je sais pas, on sentait pas on a et les doigts.
On n'a pas le mot, on a le bisou. Tu vois. Mais le mot, c'est les mecs jouaient pas ensemble, et donc ils se faisaient chier et ça se voyait parce qu'il se passait rien. Ouais, Et ouais. nous, on l'a ressenti. Et ils Là, cherchaient dans leur tête, ils voilà. cherchaient le texte encore, ils étaient encore ils étaient pas incarnés. Ben oui, mais c'est ça. Hein. Tu viens C'est de vrai. nous expliquer comment conjurer ça, en tout cas tenter de le faire, c'est quand même le chemin. Le prendre le silence, le lâcher prise, s'amuser avec, aller dedans. Ça paraît tellement évident quand c'est dit. Non, mais puis même, mais pour te dire, nous, on a réussi à organiser un stage de clown il y a pas longtemps. J'en ai parlé même sur LinkedIn récemment. Et ben, le clown, pareil. Waouh, quel art, quelle manière aussi encore d'aborder la sincérité de l'instant présent et d'en faire quelque chose. Alors là, du coup, c'est encore un autre truc, c'est-à-dire que tu fais vraiment avec ce que tu es. Tu n'es pas ailleurs, tu n'essayes pas de construire autre chose, tu es. Et c'est là qu'on voit si tu es ou tu n'es pas. Et on passait devant le formateur, et donc avec notre clown, donc on mettait notre nez, etc. On avait toute la procédure, et puis on essayait donc du coup d'y aller. Et puis le mec, il voyait tout de suite, il te disait, parce que l'exercice c'était de passer devant lui, puis de dire je suis, voilà, c'est moi. Voilà, il fallait dire ça, c'est moi. Avec ce clown qu'on avait choisi, et il te disait tout de suite, non, c'est pas vous là. Non, bah non, c'est pas toi là, tu vois? Et il te titillait comme ça. Et des fois, à force de titiller, quand là, hop, d'un coup, lâcher prise, on arrêtait de construire quelque chose qu'on pensait que. Là, il disait, là, oui. Là, voilà. Là, on a quelque chose. Et c'est vrai. Et je te jure qu'en tant que public, on voyait la différence entre ce que tu disais, c'est-à-dire le comédien qui se cherche et le comédien qui est. Et là, quand il est, d'un coup, on est avec lui, quoi. On peut être qu'avec lui. C'est parce que la sincérité, ça ne triche pas. On ne peut pas tricher avec ça. Et c'est ça qui était beau. Et encore une fois, tu vois, c'est ce que je dis. C'est pas, moi, je dis ce que je fais ce que je dis. C'est-à-dire que j'adore explorer. Là, j'ai exploré le clown. Et putain, ça m'a apporté tellement de choses, et ça me donne à chaque fois le chemin encore à parcourir. Et ça, j'adore, tu vois, parce qu'il y a toujours à faire. Et ça, c'est juste génial. Voilà. Tu parlais d'Astier tout à l'heure, ça m'a rappelé une scène de Lionel Astier dans Kaamelott, qui joue Léo Dagan, le père, et à un moment il se fait faire un portrait. Oui. Et puis il est là, je comprends pas, le peintre il dit qu'il y a un problème avec mon sourire. Il sourit. Et puis les deux autres, donc Astier puis je sais plus qui font. Il dit, vous êtes flippant. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il vous plaît pas mon sourire? Ah bah là, voilà, là c'est vous. Là, c'est ça. Exactement ce truc-là. Vous voyez pour voir? Ah ouais, non mais faut arrêter, là, faut pas. C'est ça. Mais tu sais que c'est marrant que tu me parles de cette scène, parce que moi, cette scène, j'en parle souvent, mais pour la mécanique qui vient après, qui me fait beaucoup rire, c'est quand il explique où est-ce qu'il va le mettre, le portrait. Ça, pour moi, c'est de l'absurde comme j'aime. C'est-à-dire qu'il lui dit mais pourquoi vous allez me mettre où ce portrait? Bah, vous voyez comment c'est fait chez moi. Il y a une entrée, ouais. Ensuite, il y a le couloir, ouais. Là, du coup, bon, si vous passez, vous avez les salons. Là-bas, vous avez je sais plus quoi, l'écurie. Et puis, vous allez passer donc du coup dans tout l'escalier en colimaçon. Là, il y a une première porte qui donne. Et il commence à dire mais je vais pas l'acheter votre bicoque. Vous allez le mettre où? Bah, à l'entrée. Et ça me fait grave rire, quoi. C'est le genre d'humour que j'affectionne, ouais. Voilà, mais c'est tous ces petits détails qui font la vie du truc, qui font, voilà, j'aime bien cette école-là. Mais ça donne un éclairage. Alors, tu vas voir comment je vais faire une habile transition vers la suite avec ça. Je vais essayer en tout cas. Parce que on va mettre un extrait. Je vais juste mettre un extrait et j'en parle après. Regardez ce que fait Rodolphe. Moi, j'ai trouvé ça bluffant. Vous allez pas remettre ça sur le tapis. C'était qu'une souris. Elle avait rien à faire là de toute façon. Elle va bien, la souris, figure-toi. Elle va même très bien. Tu n'es pas plus capable de tuer une souris que de faire quoi que ce soit de bien ici. Vous croyez que je vais avaler ça, hein? Je l'ai senti craquer sous mon pied. T'es pas content que Mr. Jingle s'en soit tiré? Après tout ce qu'on t'a dit sur la nécessité de calmer les détenus, t'es pas soulagé? Vous vous foutez de moi, c'est ça? Pas du tout. Va voir toi-même. Va voir. Écoute ce que Mr. Jingle a à te dire. N'approche plus jamais de Mr. Jingle. C'est pas la même.
Vous l'avez remplacé par une autre, bande de salauds. J'ai toujours une souris de remplacement dans mon portefeuille, au cas où j'en aurais besoin. Vous me menez en bateau, j'ai compris. Et vous vous êtes donné le mot. Non mais pour qui vous vous prenez, hein? Pour tes collègues de travail, Percy. Mais plus pour longtemps. Maintenant, tu vas me donner ta parole. Ma parole? Si je te mets en première ligne pour aide, le lendemain, tu fais ta demande de mutation à Briar Ridge. Et si je téléphonais à certaines personnes pour me plaindre et dire que vous vous acharnez contre moi pour me pousser à bout? Fais-le. Et je te promets que tu y laisseras quelques plumes. Tout ça pour une souris? Non. Mes 4 hommes jureront que tu n'as pas levé le petit doigt pendant que Billy Wharton essayait d'étrangler Dean. Et ça, je peux te dire que même ton oncle, le gouverneur, il n'appréciera pas du tout. Ça figurera sur tes états de service. Et un mauvais rapport, ça peut te suivre et te coller au guêtre toute ta carrière. Je te mets en première ligne. Et toi, tu demandes ton transfert. Et on est quitte. Très bien. D'accord. Quand on fait une promesse à quelqu'un, on lui serre la main. Voilà, donc ça, c'est un comédien qui s'entraîne à faire de la post-synchronisation, à faire du doublage sur un film déjà existant. Ouais. Et ça va nous amener sur un point technique. Tout ce qu'on vient d'entendre là, qui est vrai pour le théâtre, pour l'improvisation, pour le clown, ça consiste à créer, parfois sans support, sans texte, à créer à partir de soi. Le doublage, c'est tout le contraire. Il y a un comédien qui a déjà tout fait, et il est dans l'écran. Et il faut refaire exactement au plus proche, on n'est jamais tout à fait dedans, mais on est fait au plus proche de ce qu'il a fait lui. Et alors là, vous allez me dire contradiction. Comment est-ce que quelqu'un qui vient de l'impro va vers le doublage et puis manifestement fait ça très bien, comme vous avez vu? Ça c'est gentil. Ça, non, c'est vrai, sinon je le dirais pas. Mais c'est vrai, on voit la qualité et le jeu, tu chopes le truc tout de suite. Mais alors ça m'intéresse. La percussion de ces deux opposés en apparence, et qui en fait se nourrissent l'un l'autre. Comment toi tu le... Tu vois, tu l'as tout dit avec la dernière phrase, ça se nourrit l'un l'autre. C'est-à-dire que en même temps, je ne saurais pas te dire pourquoi ça m'attire, parce qu'effectivement, ça a l'air d'être un exercice totalement différent. Et en même temps, si, je sais te le dire, puisque en fait, c'est aussi agréable de se lever dans le jeu d'un bon comédien. Parce enfin, j'essaye de doubler des bons comédiens. Peut-être que ça m'arriverait un jour de doubler des mauvais, et ça arrive aussi, et pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est tellement, enfin, je sais pas, c'est super enrichissant aussi de se lever, de voir à l'image ce qu'il donne, d'essayer de lui de donner ce qu'il a voulu donner. Comme disent les acteurs de doublage, souvent, ce que j'entends, c'est on essaie de les abîmer le moins possible. Et j'aime bien parce que ça t'apprend des choses, mais en retro reverse, tu vois? C'est-à-dire que ça t'apprend des choses sur quelque chose qui est déjà établi. N'empêche que une fois que tu sors de ça, tu fais ah d'accord, il l'a fait comme ça parce que à tel moment, à telle scène, il voulait montrer tel détail de son personnage, et ça c'est super inspirant parce que une fois que tu l'as chopé, eh ben, tu peux peut-être après le restituer toi dans ton propre jeu de ta vie de tous les jours de comédien sur scène, tu vois? Et donc quelque part, c'est un peu comme une auto-école accompagnée, une conduite accompagnée du jeu. Voilà, c'est rare en fait, des médias comme ça qui te permettent des supports comme ça artistiques qui te permettent en fait de suivre, de singer au plus proche un comédien dans son jeu et dans sa manière de faire. Parce que quelque part, tu te mets entre lui et ce qu'il a fait, tu te mets presque dans ses rouages, dans ses mécaniques de comédien, quoi. Et c'est ça qui est cool et qui, à mon avis, m'émoustille. Alors on l'a vu dans ta démonstration, pour être capable de refaire ce qu'un comédien a fait à l'écran et dans l'instant, parce que tu n'as en général pas eu le temps de me préparer, et ce, dans une autre langue, et sans qu'on voit ton corps, sans tes mouvements, mais qu'avec ta voix, il faut comprendre et reproduire, donc il faut savoir faire, donc il faut être comédien
pour faire du doublage. J'enfonce une grosse porte devenue Oui. ouverte, mais qui n'a pas toujours été. Parce que pour plein de gens, le doublage, c'était un truc qui avait rien à voir avec la comédie. Oui, je sais. Même qu'il y a plein de comédiens qui en parlent en disant qu'au début, il fallait se cacher, quoi. C'était vraiment le petit truc, ouais, la honte, on fait ça parce que ça nous rapporte des sous, machin. Bah ouais, mais non, vas-y, demandez à n'importe quel non-comédien de faire ça. Vous verrez que déjà, il va avoir du mal au niveau de la bande rythmo parce que il a jamais fait, donc ça, c'est mécanique, il y a pas de souci, tu peux apprendre. Mais après, restituer des émotions, etc., ouais, il faut en avoir fait quand même, parce que sinon, enfin, je sais pas, c'est comme si, je veux dire un exemple à la con, mais je sais pas, c'est comme si on te montrait une Ferrari et que pour du coup essayer de faire la Ferrari, t'arrivais avec ta 2 chevaux. Bon, bah, c'est pas pareil parce que il faut avoir le moteur pour. Et le moteur, c'est quoi dans la comédie? Bah, c'est le fait comment dire, de savoir maîtriser ses émotions, un tant soit peu, son rythme, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, de jouer quoi, de s'exprimer et en fait de lâcher prise et tout ça, bah, c'est des choses qui s'apprennent, en tant que comédien. On n'est pas tous livrés, surtout dans notre monde où dès l'enfance on te dit: «Attention, joue pas trop, fais pas ci, fais pas ça». Bah, du coup, hop, ça restreint toute notre possibilité et ben, ouais, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ça, j'en suis conscient. Mais par contre, c'est, pour moi, tout le monde peut le faire dès lors qu'il a envie de le faire, quoi. Dès lors qu'il a le talent pour le faire. Comme disait Jacques Brel, le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Donc voilà, si quelqu'un a envie de le faire, il peut, mais il faut qu'il soit comédien, ouais, ça c'est clair. Tu peux pas être juste. J'ai tout le temps, je comprends toujours pas cette histoire, là, les débats entre voix off, comédien voix off, machin. Enfin, dès lors que tu sors une intention, pour moi, tu deviens comédien, quoi, parce que sinon, c'est que tu es juste un robot et encore. Donc voilà, après voilà, je saurais pas te dire autrement. Ouais, il faut être comédien. Non, mais c'est important de le repréciser, puis surtout d'expliquer la spécificité de la chose. Bon, je pense que les gens qui nous écoutent n'ont plus de doute sur ce sujet, parce que c'est pas une émission où on découvre les principes, ça s'adresse à des gens qui connaissent la voix, qui s'intéressent à la voix. C'est clair. Mais c'est vrai que il faut les deux, il faut être comédien ou être en train de travailler à le devenir, et puis après il y a la technicité particulière de la post-synchronisation que certains comédiens ont facilement. Souvent les musiciens, parce qu'ils ont une oreille de perroquet, donc jouer la comédie sur le rythme de quelqu'un d'autre est plus facile pour quelqu'un, tiens, un truc tout bête, mais qui est physiologique et physique. Toi, tu es batteur. Tu sais dissocier tes 4 membres. Oui. Moi, je suis pianiste. Non, plus maintenant, mais je l'ai été. J'ai gardé une mémoire de dissocier les 2 mains l'une de l'autre. Mais alors, si tu me demandes de dissocier les mains et les pieds, moi qui n'ai jamais touché un tambour de batterie, eh ben, je saurais pas te le faire. Et encore, je suis pas un expert en piano, mais c'est à toi de me dire, mais il y a pas des fois des pédales qui fassent que du coup, tu as peut-être ça? Mais c'est sans commune mesure avec ce que tu fais sur une grosse caisse ou une double pédale, où tu dissocies les 2 pieds, enfin sur des rythmiques très compliquées auxquelles je pense. Et j'imagine quelqu'un qui n'a... On revient à la musicalité et à la rythmique. C'est très difficile de sortir de sa prosodie naturelle qui peut devenir lancinante ou uniquement portée sur notre rythme de confort si on n'a jamais expérimenté, et c'est souvent par la musique, autre chose qui nous sort d'une pente naturelle. Et souvent les jeunes qui se dirigent vers des métiers d'artistes, de comédiens ou musiciens négligent un petit peu ça. Oui, bah, j'ai même envie de te dire, ils négligent pas mal de choses, hein. Parce que non, mais alors là, vraiment, Je voulais pas lancer un barbecue, mais allez, on est parti, on va griller du monde. Allez. Non, alors je ne donnerai pas de nom ni rien, hein, d'accord? On est d'accord que je ne ferai pas d'assassinat à place publique. Non, mais des gens que je connais très bien en plus, c'est-à-dire que vraiment dans mon giron là, actuellement, tu vois, physiquement, je veux dire, pas sur internet ou quoi. Des gens avec qui j'ai pu travailler. Moi, j'en connais un, si tu veux, il m'épate parce que c'est quelqu'un qui peut créer de gros projets. Il a même le culot et l'audace, et c'est cool, des fois d'aller voir des producteurs. Enfin, il fait des choses que moi je sais pas faire, hein. Franchement, il y a des choses, il a tout ce côté, si tu veux, façadier de la chose. Ça, il sait faire. Ça, il arrive à, tu vois, il a de la gouaille, tu vois? Il a de la gueule, il a la tchatche, il va pouvoir, charmer et cetera. Mais sorti de tout ça, il fait pas les efforts artistiques derrière pour pouvoir, tu vois, être au niveau de ce qu'il a dit, tu vois?
et je trouve que ça décrédibilise vachement, en fait. C'est-à-dire qu'à force, en fait, moi, personnellement, à force de bosser avec des gens comme ça, je me dis: «Mais tu arrête de promettre monts et merveilles, arrête de dire que, par exemple, tu vas faire une production et puis, ouais, on va passer sur Netflix ou quoi». Parce qu'après les gens, quand ils sont déçus, c'est fini, tu vois? Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est il est un peu plus jeune, hein, je dis pas non plus, il a pas 18 ans, mais il est plus jeune quand même et je trouve qu'il y a de plus en plus une génération comme ça, hem, très connectée réseau. Quand je dis très connectée réseau, c'est parce que moi aussi je suis connecté réseau, c'est pas ça le souci, c'est très connecté, tu sais, tous ces influenceurs qui donnent des citations à la con très creuse du genre: «Tu peux le faire, il suffit de croire en toi et tu t'en fous de ce que te dira, l'oncle, et le vieux sage. Ce qui compte, c'est de faire à ton idée». Tous ces trucs, tous ces conneries qui, moi, me saoulent parce que ça leur met en tête que ouais, ouais, bien sûr et puis du coup, en fait, ils écoutent plus rien. Ils n'écoutent plus les conseils, ils se forment plus. Ils pensent que ouais, bah, non, mais en fait, en vrai, ce qui compte, c'est le destin, c'est d'y aller, alors oui, il y a aussi ça, hein, bien sûr, hein, mais il y a que ça, quoi. Derrière, ils vont pas au fond des choses, pardon, pour, respecter un peu l'art dans lequel tu es. Moi, je suis quelqu'un, peut-être même un peu trop, mais je te jure que j'essaye de respecter au maximum le domaine dans lequel je suis. Si je fais de l'impro théâtrale, je vais tout faire pour faire des choses bien, je vais faire des stages, je vais me former souvent et cetera. La voix off, c'est pareil. Moi, c'est ce que j'aime, tu vois? J'aime bien performer. C'est pas pour me la péter, c'est pas pour dire, machin, c'est pour moi-même, en fait. Je me sentirais mal de pas être au maximum de ce que je peux être à l'instant T, bien sûr, et de me dire à chaque fois: «Tu peux évoluer, tu peux faire», tu vois? Non, eux, ils s'arrêtent à, «Oh, j'y arriverai, il y a pas de souci, moi, de toute façon», tu vois? Et ça, je le ressens chez pas mal de gens. Je dis pas que toute la jeunesse est comme ça et heureusement. Je dis juste qu'il y en a certains, ouais, ouh là, ils sont dans ce monde-là et en fait, j'ai essayé des fois de parlementer, d'expliquer et cetera, mais ils comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas, ils pensent que tu es un vieux de la vieille qui va trop lentement et que tu suis trop les règles parfois et que machin et que truc et en fait, ils te suivent pas. Par contre, ils vont suivre, Pierre, 35 ans qui vend des formations à 100 000 € parce que le mec, il va t'apprendre quoi? Il va t'apprendre qu'il t'arnaque et puis c'est tout. Moi, c'est ça qui me saoule un petit peu, tu vois? Voilà. Je te rejoins, j'ai eu le cas il y a peu. Ah bah voilà. Sur la technique du crayon. Oh! Qu'est-ce qu'il y a eu sur la technique du crayon? Rien, c'est pas méchant, c'est une incidence, mais je fais une petite vidéo pour expliquer vite fait aux gens qui connaissent pas ce que c'est que pour améliorer sa diction de je suis obligé avec le crayon. Alors que c'est putain de bien ça. Et en fait, il y a un commentaire qui pointe vers une vidéo d'une coach vocale très connue parce qu'elle a presque 300 000 abonnés sur YouTube et qui est, je sais pas, qui a une trentaine d'années et qui fait autorité dans la sphère internet sur le coaching vocal. Et il y a un petit moment où elle parle du crayon en s'en moquant en disant ça fait plus de mal que de bien avec cette fameuse formule de c'est un truc sorti des années 80. Personnellement, la technique du crayon, je l'ai apprise avec Roger Carrel, donc je t'emmerde Géraldine, tu vois. Rabasons un petit peu d'humilité, parce que ton nombre d'abonnés sur Facebook, on n'en a rien à foutre. Exactement. Et ce genre de parcours va faire la comédie française, fait 60 ans de carrière, et puis après tu viendras dire qu'un type qui lui a fait ça, sait pas de quoi il parle. Parce que ne pas se rendre compte ne pas se rendre compte de là où on en est à ce point, ça devient presque gênant. Et avec cet argument derrière de, comme je fais plein d'abonnés, et puis que j'ai plein de thunes, et puis machin, j'imagine, je vois bien la personne que ça doit être, comme toi, avec la voix, je vois plein de choses chez les gens. Ouais. Effectivement, l'ego, il est bien nourri, quoi. Mmh, mais la compétence derrière, et le côté, il faudrait peut-être que je travaille pendant 20 ans en fermant ma gueule avant de l'ouvrir, ça les traverse pas, et même, c'est un truc de ringard, de loser, de mec qui doit manquer de confiance en lui parce qu'il regarde pas assez de vidéos motivationnelles sur internet sans doute. Donc ça me gonfle profondément parce que j'ai l'impression d'être un vieux en disant ça, alors que c'est un peu comme toi, genre je pense, mais c'est juste du bon sens. Et qu'à un moment, le sens du taf se perd. Mais c'est ça, et je te jure que enfin, moi je trouve ça affligeant parce que tu te dis: «Mais ouais, ils sont dans une science du paraître». Enfin, tiens, ça va tellement plus loin que ça, c'est-à-dire qu'en gros, il y en a des fois, ils te disent, «Mais je comprends pas, sur scène, ça a pas bien fonctionné ce que j'ai fait, mais pourtant ce personnage-là, sur TikTok, ça cartonne».
Bon, bah, quand on est à ces réflexions-là, tu te dis: «Mais, bon, OK, il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a eu une césure là qui s'est faite et donc, OK, donc toi, ton comment dire? Ton référentiel, c'est TikTok. Si ça marche sur TikTok, c'est que, bah, ouais, sur scène, il y a pas du tout des codes différents. Sur scène, il y a pas un public différent. Sur scène, il y a pas une manière d'aborder le théâtre. Il y a pas enfin, non, tu vois pas tout ça. Tu dis: «Tiens, TikTok, c'est transposable». Bah non, non, donc tu vois? Et ouais, moi ça me c'est pas que moi je m'en fous personnellement, il fait ce qu'il veut, hein, mais moi ça me dérange parce que je me dis: «Putain, autant de potentiel gâché dans le fait de ne pas vouloir vraiment et sincèrement prendre les choses frontalement, le métier et dire: "Bah allez, OK, je vais me faire un peu chier parce que je sens que c'est dur pour moi, mais allez, OK, j'affronte le truc"». Non, au lieu de ça, ça passe par, ouais, le pouvoir des réseaux et de fait d'y croire. Oui, OK, moi aussi, hein, il y a pas de souci, mais derrière, bosse un petit peu, quoi. Je sais pas. Juste pour cacher la fainéantise, mais puis ouais, ça me fait l'effet de quelqu'un de quelqu'un qui se destine, parce qu'il est commis de cuisine, à travailler dans un étoilé Michelin, et qui me dirait, je veux surtout pas aller faire mon stage au Georges V, ils sont un peu ringards, tu te rends compte, ils ont pas de drive. Ouais, ouais. Et puis ils font pas les doggy bags. Ouais, bon, ok, je sais plus quoi répondre. Tu vois, Ouais, tu sais plus, mais c'est pour ça que moi c'est un maintenant, tu problème. vois, disons que avant, j'essayais de donner mon avis, mais tu sais, c'est toujours pareil, trop bon, trop con, tu donnes ton avis, tu essayes d'être le plus sincère possible. Au final, tu te prends des claques, limite, t'es toi le méchant. Moi, maintenant, c'est bon, j'arrête, quoi. C'est-à-dire que je suis avec des gens qui comprennent, on est dans notre monde, c'est cool. S'il comprend, il comprend, s'il comprend pas, tant pis. Il faut qu'il fasse aussi sa vie. Et d'ailleurs, il se prend des claques et ils se prennent des claques. Parce que je parle pas d'une personne en particulier, je parle de plein de gens que j'ai comme ça en tête. Et je me dis, mais ouais, bah ok, prenez-vous vos claques. Si vous avez besoin de prendre vos claques, ça, c'est en philosophie, on le dit, hein, l'expérience, ça vient aussi de. Tu es obligé de faire ton expérience, t'as beau dire ce que tu veux, ils t'écouteront pas. C'est un peu vrai aussi. Bon, bah voilà, faites votre expérience, mais vous pourrez pas dire qu'on vous l'a pas dit. Ça fait aussi partie du chemin d'apprendre à ne pas donner de conseils non sollicités. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ça permet de lutter contre son propre ego, qui, Mmh. sous prétexte qu'il est agacé, voudrait rendre justice, parce que bien sûr, nous sommes, toi et moi évidemment, et que nous deux, les parangons du bien qui allons faire régner l'ordre et avec Ah nos ouais, ouais. armures étincelantes et nos... Non, mais c'est vrai qu'il y a non, mais moi, alors j'avoue et mea culpa, il y a des fois un peu de ça, mais c'est humain. Mais par contre, le fait de le reconnaître, c'est, je pense, avoir avancé un peu sur le chemin. C'est-à-dire que le mec, il comprend pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Écoute, ça a été, chouette de te rencontrer. Continue comme ça, fais ta vie et puis advienne que pourra. Mais c'est vrai que c'est dommage. Mais c'est bien parce que ça t'apprend aussi à oh, ça va, on a quoi encore à vivre là? 50 printemps, 60 printemps? Viens, on s'entoure de gens qui comprennent tout de suite et puis on s'amuse, quoi. Voilà, on perd pas le temps avec, avec d'autres gens qui comprennent pas, c'est pas grave. On donne l'impression de râler peut-être. Donc Ouais, peut-être. on va enlever tout de suite cette impression, parce que c'est pas râler pour râler. Déjà, quand il y a un problème, faut le dire. Dire des choses vraies et désagréables, c'est pas être de mauvais Non. esprit, c'est dire les choses peut-être aussi afin de les résoudre ou de simplement dire la vérité, ça commence par là. Et puis surtout, on est dans le cadre complètement de ton expertise, à savoir, en réalité, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité et qu'est-ce qu'il ne faut ne surtout pas développer comme trait de caractère pour faire ce métier, pour être comédien. Parce que c'est un métier, il faut travailler, c'est difficile, et c'est pas fait pour tout le monde du tout, comme aucun métier n'est fait pour tout le monde. Donc si on essaye de profiler, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est pas juste dire ah, les jeunes ils sont nuls alors que... Non, bah non. Pas du tout, pas du tout. Déjà parce qu'on n'est pas si vieux que ça, je vous emmerde. Puis là, pour le coup, on serait vraiment des vieux cons, hein. Pour le coup, ce serait une impro à faire devant. Mais pour toi, avec le recul que t'as, si tu devais sortir quelques qualités fondamentales qu'il faut avoir, sinon on pourra pas y arriver dans ce métier, qu'est-ce que tu dirais? Bah, déjà et ça, c'est un des trucs que m'a dit, Lorenzo Pancino, chez qui j'ai fait ma 1re formation voix off et il a grave raison. La lucidité. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la lucidité. C'est-à-dire être lucide avec soi-même, ce qui, je le dis tout le temps, est très dur en France parce qu'en France, c'est dans les 2 sens. C'est-à-dire que,
En France, on est très capable, je pense, de s'auto-flageller. Ça, on sait faire parce qu'on nous a appris que, attention, si tu commences à te donner quelques petits compliments par-ci par-là, attention les chevilles. Combien de fois j'ai entendu ça? Ah bah ça va les chevilles? Bah putain, j'ai le droit de m'aimer, non? À un moment donné, je sais pas. Mais les gens tout de suite, c'est attention à tes chevilles. Donc, c'est dans les deux sens. Il faut savoir des fois se dire, bon, là, je pense que je peux apprendre. Là, je pense que je suis pas assez. Là, il faut que je travaille. Ça, c'est sans dire que c'est nul, parce que nul, ça veut rien dire, mais on va dire que c'est une facilité c'est un raccourci. Nul ne veut rien dire, il n'y a rien qui est nul dès lors que nous sommes dans le plus. Nul, ça n'existe pas. Mais on peut se dire, ouais, là j'ai merdé, faut que je travaille. Donc il y a ce côté-là. Et des fois, il y a aussi se dire, là, je suis super content de ce que j'ai fait. Non pas que c'est parfait, mais là, je peux dire que je suis content de ce que j'ai fait. En tout cas, ce que j'ai fourni là, à l'instant T, pour le client, l'ami, je sais pas pour qui on a fait la chose, ça lui a beaucoup plu. Donc, ouais, bravo, quoi. On peut s'auto-féliciter. Tu sais, nous, dans les cours, les ateliers d'impro, à la fin de chaque atelier, on s'auto-estime. Donc, on s'applaudit en disant auto-estima. Et c'est super important parce que les gens, ils se disent, putain, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on se félicite pas. Bah oui, mais c'est con, en fait. On peut très bien se féliciter sans avoir un ego de taré. Et c'est juste pour pouvoir avancer, quoi. C'est un moteur comme un autre. Et c'est pour ça, et je vais faire une toute petite incise parce que je ne l'ai fait pas assez tout à l'heure, je vais le faire devant tout le monde, parce que je suis sur la même logique que toi. Ce qu'on a vu que tu faisais en doublage sur La Ligne Verte, c'est vraiment bon. Moi, quand je l'ai reçu, et j'ai pas commencé hier matin non plus, hein, comme toi, Ouais. j'ai reçu ce truc-là, me dit, si on m'avait pas prévenu, ça aurait pu être doublé comme ça, pour moi. Presque. On est déjà sur un truc où on sent que si tu le bosses, t'aurais pu avoir le rôle. C'était bon, ça pouvait sortir sur les grands écrans, avec les enjeux qu'il y avait. Et ça manque de se le dire entre nous. Ou alors ça peut être pris pour de la complaisance, insincère. C'est pas pour passer la brosse à reluire. Tu n'es pas mon client et tu vas pas me trouver des contrats demain. Pour l'instant, on n'a pas de je gratte mon dos, tu grattes mon dos, tu grattes le mien. C'est pas ça. C'est qu'à un moment, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui sait faire le taf. On reçoit des bonnes choses, on dit merci, on dit c'est super. Tout comme il faut dire, tiens, là, t'as pensé à faire ça pour améliorer encore, ou là, ah non, là c'est pas bon, tu fais mieux. C'est ni méchant dans le premier cas, ni servile dans le premier. C'est important. Donc, essayez chez vous, j'invite les gens, ça les fera marrer, puis peut-être ça créera des vocations. Essayez de refaire ce qu'a fait Rodolphe sur le petit bout qu'on a vu de La Ligne Verte, vous allez vous rendre compte à quel point il faut travailler. Et donc, bravo pour ça, voilà. Bon, en tout cas, même si effectivement, je te crois quand tu dis que tu le crois, je peux quand même te remercier. Donc merci quand même parce que ça fait toujours plaisir. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est vrai que ça fait plaisir. Donc on en était où sur le. Oui, voilà. Donc la lucidité. Voilà. Ouais. Bah, il faut être lucide parce que souvent, en plus, avant d'avoir ton agent qui te conseille, et j'en ai toujours pas, mais je passe un message. Voilà. Moi, je cherche un agent. J'aimerais bien. Ça peut être toujours sympa d'être épaulé. Moi, voilà. Mais la plupart du temps, on va être quand même seul avec nous-mêmes. Donc, si t'es pas lucide et si tu crois qu'à chaque fois tout ce que tu fais, ça vaut de l'or, comme les messieurs dames dont je parlais tout à l'heure, tu t'avanceras pas. T'avanceras pas parce que tu vas te mettre des boulets toi-même sur l'évolution de toi-même. Donc moi, ouais, la première des qualités, la lucidité, et qui va de pair avec du coup maîtriser votre ego. Je dis pas de pas avoir d'ego parce que ça c'est des conneries aussi. On a tous un ego. Maîtriser l'ego, ça veut dire être intelligent, lui parler des fois. Faut lui parler à l'ego parce que l'ego, c'est une entité qui est en chacun de nous. On va l'appeler, je sais pas, Francis. Et Francis, des fois, il est un peu chiant, hein, et a envie de dire c'est bon, je suis le meilleur. Calme-toi, Francis. Et puis des fois, il a envie de te dire t'es vraiment nul, suicide de toi. Calme-toi, Francis, à un moment donné. Donc, il faut savoir gérer son ego pour qu'il vous donne l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer, avec le juste orgueil qu'il faut pour vous donner en fait la spinta, pour vous donner la première poussée pour pouvoir, par exemple, accomplir un travail qui vous fait chier, mais qui vous devez faire, ou pour pouvoir justement vous challenger. Ça peut être bien. Mais juste ce truc-là, après, lâchez-le, quoi. Lâchez-le et lâchez prise, justement. Et pour lâcher prise, déjà, il faut lâcher son ego. Donc, ouais, voilà, maîtriser son ego. Et ensuite, comme n'importe quel métier artistique, la passion, quoi, hein. Faites-le pour la passion avant tout, avant la gloire, avant l'argent. Peut-être que vous aurez l'un, l'autre
voire les deux, je vous le souhaite, mais n'empêche que d'abord, faut la passion, parce que mon gars, si tu fais ça juste pour l'argent ou pour la gloire, ça sera difficile d'atteindre l'un et l'autre, et puis parfois, ça peut même te bloquer. Donc non, fais-le parce que vraiment, tu es passionné, que tu aimes ce que tu fais. Voilà. La lucidité, maîtriser son ego et être passionné. C'est un bon tiercé de tête, je trouve. Ouais, Ouais, voilà. ouais, Bah, je suis assez d'accord, ouais, c'est un bon tiercé. Déjà, avec ces 3 trucs-là, on n'est pas trop mal parti. je Après, pense. boulot, sens de l'humour, du nerf peut-être aussi. Il Ouais. faut résister psychologiquement. Il n'y a pas que des... Humainement, on reçoit des choses pas forcément très gentilles. Quand je me suis pris la claque du siècle devant des millions de spectateurs, téléspectateurs, machin, oui, il faut rebondir hein, derrière. Hein, quand t'es appelé, parce qu'on a vu un sketch de toi à une radio et qu'on te dit maintenant il faut que tu sois animateur radio, parce que c'est ce qui m'est arrivé, hein, je parle pas d'une autre anecdote d'un coup comme ça, c'est aussi ce qui m'est arrivé, et qu'on te dit voilà, monsieur Rodolphe Corpéja, il va falloir que vous soyez animateur radio. Mais je suis pas animateur radio. Ouais, mais donc il va falloir que vous soyez animateur radio. Donc vous donnez bien la météo, vous donnez bien le trafic, vous êtes drôle, bien sûr, vous gardez votre voix. Attention quand même, il y a un conducteur, faut aller vite, faut être là, faut être présent. À un moment donné, il faudra lancer telle musique, faut que vous sachiez à l'avance telle musique pour savoir si ça enjaille ou pas, etc. Et bien sûr, vous regardez le logiciel, vous appelez bien sûr service sécurité routière, etc. Bien sûr, tout ça, vous savez faire. Bah non, parce que moi je suis humoriste à la base. Ouais, non, mais voilà, donc vous faites le comédien, voilà, vous jouez l'animateur, ça devrait bien se passer. Ça me rappelle, tu sais, il y a une scène comme ça de George Clooney qui raconte l'enfer du tournage de Batman et Robin, où il est coincé dans son costume en plastique comme ça, puis il fait alors là en direction, j'ai oublié, je crois que c'est Joel Schumacher, mais j'ai un doute. Dites-le en commentaire, comme disent les influenceurs, bon, on s'en fout, j'irai rechercher, faites ce que vous voulez, et qui fait ok Bruce, tu es désespéré, tes parents sont morts, et action. Et démerde-toi avec ça mon lapin. Ah non, mais c'est assez dingue, et je te jure que c'est ce qu'ils m'ont dit, et moi j'ai eu ça, et franchement c'était dommage parce que c'était un de mes rêves à l'époque, en tout cas, d'être animateur radio. Enfin, j'aurais jamais pensé. On m'appelle pour ça, tu te dis à chaque fois, tu sais, bah c'est le destin, écoute, voilà, c'est le métier qui m'a rencontré, c'est cool, t'y vas, et en fait, ouais, je me suis fait démolir, quoi, hein, vraiment, hein. C'est-à-dire que les larmes aux yeux, hein, à pleurer, hein, et puis le mec, te dire en plus, le mec il vient vers toi, le N+2, il te met dans le bureau, pendant que le N+1 si tu veux, il y avait donc une strate comme ça. Bon, je vous dis l'anecdote du coup. Il y avait une strate comme ça donc c'était N+1 qui m'avait appelé. C'était à mon avis son projet. Il pensait vraiment qu'avec un humoriste, on peut faire un animateur et que ça va être cool, tu vois. Et j'ai l'impression, j'en sais rien, j'ai toujours pas le fin mot d'histoire, mais j'ai l'impression que ça se tiraillait entre lui et le N+2 qui, à mon avis, lui pensait que c'était une extrême mauvaise idée. Donc lui, son but, c'était que ça soit une mauvaise idée. Et en gros, le N+1, quand je finissais une émission, il me disait tout ce qui allait pas, et il y avait beaucoup de choses qui allaient pas forcément. Et puis il essayait quand même d'arrondir les angles, de dire bah ça c'est bien, ça c'est bien. Vous voyez, le fameux justement dire les choses, quoi. Mais essayer quand même de donner un peu à l'ego quelque chose qui fasse que je puisse respirer, que je puisse comment continuer à avancer et à travailler, quoi. Et je me rappellerai toujours, je fais la réunion, je ressors en étant galvanisé, en me disant allez, il y a pas mal de choses à faire, mais justement on va y arriver. Et là, le N+2 qui fait toi là, vas-y viens. Je rentre dans le bureau et là, le mec, il m'atomise. Et donc, tu sais, effet pervers narcissique, quoi. Tu sais, un coup, je te dis c'est je t'aime, et puis un coup, une claque dans ta gueule. J'avais un peu ça, quoi. Et je m'effronde, quoi. Et le mec, il est là. Oui, j'ai bien conscience que j'ai peut-être cassé quelque chose. Bah oui, un peu quand même, ouais. Mais moi, ça me saoule. Alors, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez rester là jusqu'à minuit, mais il faut vraiment que vous bossiez le truc pour que ça marche et tout, quoi. Bon, voilà, donc du coup, j'ai été tiraillé comme ça, et ouais, donc j'ai pas duré un mois, si, j'ai fait un mois, je crois que j'ai fait 3 semaines, il y avait un contrat d'un mois, j'ai fait 3 semaines d'antenne, je crois, puis après la dernière semaine, je la faisais à faire des papiers, des machins, des trucs, enfin bref, voilà. Mais ouais, j'ai été pris dans cet étau, tu vois, très bizarre, entre deux gens qui se faisaient la guerre, alors que moi, j'ai rien demandé, et j'étais en co-animation avec un autre donc animateur, qui lui, en fait, pour le coup, a tout fait pour me faire virer, parce qu'il m'aimait pas, parce qu'il pouvait pas me blairer, parce qu'il pouvait pas blairer le fait que c'est quelqu'un qui arrive, qui a jamais fait d'animation radio, etc., machin. Mais ouais, moi j'y suis pour rien, mec. Enfin, je veux dire, on m'a appelé, je vais pas dire non, je vais essayer, tu vois. Et le mec, en fait, il avait aucune compassion, et j'ai su après coup qu'il a tout fait vraiment pour
pour que tout se passe mal, que je rate mes annonces, mes trucs comme ça, parce qu'il avait décidé de pas me blairer et qu'il avait décidé que j'allais peut-être lui piquer la place, alors que normalement non, mais je devais normalement remplacer personne, je devais être un ajout. Bref, tout ça pour vous dire que oui, dans ce métier, comme plein d'autres, comme toutes les opportunités que vous pourrez y avoir en étant artiste, puisque ça c'est une des opportunités que j'ai eues en étant artiste, hein, pas en étant animateur, mais c'est en tant qu'artiste que j'ai été happé par ce truc-là. Et quand on est artiste et qu'on va dire qu'on fait quelque chose d'à peu près bien, là à l'époque c'était à peu près faire rire, en tout cas avec ce sketch qu'ils avaient eu de moi, et ben on peut être appelé par plein de projets différents. Et parfois, eh ben, votre rêve peut se transformer en enfer. Et ça, je l'ai vécu. Et je peux vous dire que derrière, ça a été très difficile, bien angoissé, bien ah ouais, là, il m'avait tué, à l'époque, je crois qu'on n'en parlait pas trop, mais je pense que j'étais en burn-out. Mais écoutez, ce qui ne tue pas nous rend plus forts, ça, c'est vrai aussi. Et donc ça m'a appris plein de choses. Mais ouais, il faut s'armer de ça, quoi. Il faut s'armer de ça, il faut pas se dire: «Ça n'arrive qu'aux autres», hein. Ou c'est pas forcément personnifié, mais une situation qui va vous déplaire. Et ouais, bah, c'est comme tout, il faut y aller, quoi. Et après, encore une fois, attention, hein, je me plains pas et je dis pas qu'il y a que les comédiens super-héros qui ont ça, hein, il y a des métiers bien plus durs que ça qui ont ça tous les jours. Mais voilà, je vous le dis, ça existe et ouais, c'est pas toujours, tout blanc, quoi. Au moins, ça t'aura appris l'anti-mise en scène. Parce que vraiment, s'il y a bien une façon de pas faire ressortir le meilleur chez les gens, c'est de leur gueuler dessus en tapant jusqu'à ce que ça passe. Ah oui, non, mais je te jure, hein. Ah oui, Ne non, mais pense je pas à la couleur rouge, Rodolphe. oui, c'est ça. Et hop, tu regardes. Désirez-moi, madame. Désirez-moi. Trouvez-moi drôle. Ça va marcher, continue, vas-y. Oh putain, mais c'était dingue. Bon, remarque, mais je te dis, après, tu vois, j'en ai fait toujours une force. C'était à l'époque où j'écrivais aussi mon one man. Et en fait, j'étais même en train de partir de la scène, puisqu'il me disait: «Ouais, est-ce que vous allez réussir à concilier votre vie humoristique du soir avec, la matinale du matin?» La réponse est évidemment non, parce qu'au bout d'un moment, tu te réveillais, enfin moi je me réveillais à 3 heures du mat, j'étais pas enfin moi j'étais un animal de nuit, hein, pas de matin, hein. Enfin encore une fois, je me plains pas, mais c'est juste que moi, biologiquement parlant, j'étais pas prêt, quoi. Donc Dans le monde de l'humour, tu te couches pas à 20h, quoi. ben ouais, et donc bah là, je devais tout reformater. En un mois, j'ai pas eu le temps, ça m'a juste, tout déboussolé. Mais du coup, comme, ensuite j'ai été viré, bah, j'ai continué donc du coup mon one man et bien sûr, il y a eu un petit sketch bien senti sur, mon expérience en radio. Ça par contre, c'était cadeau. Et d'ailleurs, j'ai invité mon N+1 à voir ce que j'ai fait. Je lui ai dit: «Écoute, moi j'assume tout ce que je dis et cetera». Il est venu me voir et écoute, il a rigolé. Voilà. Il a rigolé et parce que bien sûr, j'ai fait les choses intelligemment, j'ai pas name droppé et cetera. Mais lui, par contre, il a bien compris tout ce que j'avais à dire et tout ce que j'avais vécu. Je pense que, voilà, il a compris le truc. D'ailleurs, on est restés, bons, enfin pas copains, mais en tout cas si, on se traite sur les réseaux et cetera. C'est quelqu'un qui enfin moi j'ai pas de grief contre lui, mais par contre la machine derrière, ça m'a broyé, ouais. Ça par contre, eux, les gars, j'ai compris un truc, c'est que, waouh, le showbiz, même à échelle locale, hein, parce que là, on parlait d'une radio locale, hein. Waouh, tu te dis, si eux, ils sont comme ça, comment c'est à Paname? Je ne sais pas encore, mais je veux pas savoir, hein. J'aurai bientôt quelques éléments de réponse à proposer, vu les prochains invités. Eh ben, Je pense à celui qui passe juste après toi. ah ouais? Ah bah écoute, n'hésite pas s'il peut nous donner quelques petits détails croustillants, moi ça m'intéresse, hein, parce que c'est toujours intéressant. Vu le caractère de la personne, je vais en avoir. Oh! Mais ça sert, c'est pas pour faire du drame. Non. C'est simplement, soyez les gens qui sont intéressés par ce métier, qui sont peut-être en train de se former, qui sont en reconversion. On rappelle qu'il y a sur le marché français depuis quelques années entre 300 et 400 nouvelles voix off par an, dont tous n'y arriveront pas, dont tous ne sont pas faits pour ça, comme dans tous les métiers, mais il y en a qui arriveront, tant mieux, on leur souhaite plein de réussite. Donc, il y a beaucoup de renouvellement, beaucoup de gens que ça intéresse, beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre les réalités, que des fois on ne leur dit pas, qui ont besoin de se former, d'apprendre, de se heurter, et il n'est pas obligé que ça fasse à chaque fois le plus mal possible pour être instructif, parce que ça vous prend aussi des choses. Et ça, faut essayer de l'éviter quand c'est évitable. Ce qui vous tue pas vous rend plus fort, ou vous met en fauteuil. Faut faire attention. Ah oui, non mais oui, c'est ce que je dis, Je sais bien que c'est pas, tu voilà. répondais pas autrement, je le reformule pour les gens. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être aussi très destructeur et attention à vous, quoi.
Parce que si vous n'avez pas la force de caractère ou que vous n'êtes pas aidé, ouais, ça peut être compliqué, hein. Ça peut être vraiment compliqué. Et ces gens-là, d'ailleurs, ceux qui vous font du mal, souvent, ne s'en rendent pas compte, hein. Ce qui est d'ailleurs toute la dramaturgie de la chose, c'est ça, hein. C'est que ces gens-là, ils s'en foutent, hein. Le lendemain, vous êtes, pour eux, vous êtes juste un contraint de plus qu'ils ont rencontré et puis c'est bon, hein. C'est ça qui est le pire, c'est-à-dire que derrière, vous vous sentez pas du tout, comment dire, traité quoi, considéré. Donc voilà, c'est compliqué humainement des fois ça. Mais en plus, comme tu le dis souvent d'ailleurs, Alexandre, tu le sais, on est dans un monde, enfin on gravite nous dans des métiers où ça attire beaucoup d'hypersensibles. Donc l'hypersensible par nature, il a tout en hyper. Donc ouais, ça peut être des fois très destructeur. C'est un de mes chevaux de bataille. À chaque fois qu'on me sort ce mot qui est un peu trop moderne et Galvaudé, ouais. galvaudé, je dis non. La plupart du temps, vous n'êtes pas hypersensible. Vous ne savez juste pas gérer vos émotions. Donc il y a du travail à faire sur vous parce que arriver, je parle de personnes en particulier, mais c'est un conseil général, arriver en disant au monde, à vous-même, à moi, à un partenaire de travail, t'as vu, c'est génial, je ressens tout tellement fort que là où les autres ont chaud, moi je me brûle, là où les autres ont froid, moi je meurs dans le gel, t'as vu, je suis vraiment fait pour donner des émotions. Non, tu vas crever en fait. Tu vas juste agoniser, être malheureux parce que c'est dysfonctionnel, c'est déréglé, le trop est l'ennemi du bien. Donc, règle ça, travaille sur toi. Des fois, il faut aller voir même un professionnel, dans certains cas qui vont jusqu'au cas du pathologique. Et quand tu arriveras à aménager ta fragilité, ce que Sauvan Delanoë appelle la disponibilité émotionnelle, tu pourras être comédien. Tu pourras pleurer, tu pourras te mettre en danger, tu pourras perdre ou prendre 20 kilos pour un rôle, tu pourras avoir des personnages dégueulasses où après pendant 2-3 semaines tu es dans la cuisine avec ta femme et tu sens qu'il y a des trucs à enlever et puis tu dois aller méditer, marcher dans l'herbe, passer du temps avec tes gosses. Tu feras le métier avec tout ce qu'il implique. Mais arriver en disant je pleure devant des paquets de nouilles et je me fais facilement en colère, je suis donc fait pour être comédien parce que je suis hypersensible. Ah bah non, Non, c'est t'es tout fait le pour contraire faire parce des vidéos que TikTok. eh bah Avec ouais. cet état d'esprit. Et Oui, j'assume mais tout le mépris que j'en pense. non, mais c'est vrai parce que tu peux pas aller parce que du coup tu es pas en contrôle. Alors qu'un comédien, il doit pouvoir contrôler quand même un tant soit peu ses émotions pour pas péter un câble à chaque, plateau de tournage parce qu'on a attendu 10 heures dans le froid, avant de faire la scène et pour surtout, donner et délivrer ta performance à l'instant T et pas avant ni après quoi. C'est déjà Bah, c'est soit ça, soit Anthony Hopkins, c'est vraiment un peu cannibale et tueur de masse, tu vois? Oui, Donc voilà. oui. Anthony Hopkins, The Father, je vous le conseille, The Father. Oui, excellent film. Et merci. De rien. Non, mais tu me fais penser. Ah, je l'ai perdu. Non, ça y est, je l'ai retrouvé. Par rapport à ce que tu disais sur avoir du nerf dans le milieu, Swimming with Sharks, le film de 95 avec Kevin Spacey et c'est Tim Robbins? Non, c'est pas Tim Robbins. Je sais plus, mais Kevin Spacey qui joue un producteur à Hollywood et il y a un petit jeune qui arrive, un stagiaire qui vient d'être embauché. Et tu vois l'horreur de la vie dans les studios avec le mec qui le tyrannise parce qu'il y est passé aussi, etc. Donc c'est pas pour dégoûter les gens du métier, il y a toute une intrigue, un propos, un duel psychologique entre les personnages qui est d'un point de vue d'acting super intéressant. Et par contre, c'est très intéressant sur la vérité toute crue, sur qu'est-ce que c'est que ce métier. Oui. Pour que les fantasmeurs ne se brûlent pas les ailes et ne se brisent pas psychologiquement en arrivant mal armés. Autre film un peu là-dessus, sur les sacrifices qu'on est prêt à faire ou pas pour l'art et aussi la maltraitance qui peut arriver derrière, Whiplash. Oui. Ouais, Ah oui, Whiplash. toi qui es batteur. Oui, alors moi je l'ai vu ce film, oh il m'a sidéré, j'ai adoré la prestation, ne serait-ce même que musicale, hein, le comédien en plus il bat bien, mais alors putain les 2 là, je sais plus comment il s'appelle cet acteur qui est Simmons, qui est ah oui, J.K. Simmons. J.K. Simmons, mais Titus Miller, je crois. ouais, mais le duo, il est exceptionnel. Et là, et effectivement, mais je trouve ce film très juste parce que ça traite de l'exigence, comme je te disais tout à l'heure, l'exigence dans un art quand tu le performes à ce point-là, et ben oui, il faut effectivement des fois donner de soi. Maintenant, où est la limite? Et c'est ça qui est super bien fait dans ce film, c'est la limite alors par contre. Où est-ce qu'à un moment donné, on devient vraiment des raclures d'humains et qu'on n'est plus dans le maître qui attend juste une juste exigence des choses. Ça, c'est super intéressant. Ce film-là, je vous le conseille aussi si vous l'avez pas vu.
Oui, oui. J'en ai eu un de prof comme ça. Ah ouais, ah putain, ah c'est chaud. Pas longtemps, mais et c'est Oh. vrai que tu vois, il y a un côté très, on est dans des émotions subtiles de quand tu commences à être une chiasse humainement et tu fais du mal avec cet alibi de merde de mais il faut passer par là, c'est pour ton bien, c'est sous la contrainte que je vais faire sortir le meilleur de toi. Pour qui tu te prends, salopard, mais en même temps, la réalité va nous montrer que putain, ça fait chier de l'admettre, mais c'est pas tout à fait faux. Voilà. Le dosage, comme tu dis. Le dosage. Bah, d'ailleurs, le film le dit bien, hein, je crois que. Ah bah non, après on va spoiler, donc je ne spoilerai pas. Non, on spoilera pas. Mais si tout ça, si la psychologie, si la batterie, si le théâtre, si la musique vous intéresse, ou si vous avez juste les bons films, Ouais. Whiplash, c'est un bon film pour ça. Très très bon film. Rodolphe, il y a un truc dont on n'a pas parlé, et pourtant c'est un des sujets chauds de notre monde de la voix. Peut-être tu vas nous le refroidir assez vite, parce que c'est peut-être pas un vrai sujet. C'est les IA. Ah, les IA. Est-ce qu'elles vont tuer le métier, voler le boulot des comédiens, des voix off, des doubleurs, des traducteurs? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a avec les IA? L'IA, alors moi, mon parti pris, c'est de dire que l'IA, ça fera forcément partie du futur, voilà. Par contre, moi, je mets des guillemets à quoi vraiment va ressembler l'IA, sur qu'est-ce qu'on va retenir d'elle et qu'est-ce qu'on va finalement jeter, parce qu'il y a des choses, à mon avis, qu'on va pas garder. Qu'il est encore en développement, donc c'est trop tôt pour dire voilà son avenir réel. Donc moi, je fais pas de plan sur la comète et je suis pas Nostradamus, donc je dirais pas ce que je pense de l'avenir de l'IA, mais à l'instant T, moi je pense que l'IA peut aider vraiment l'humanité dans différents domaines, notamment la médecine. Moi, j'ai ma femme qui est ingénieure biomédicale. Moi-même, avant d'être tout ce que je vous ai dit que j'étais, j'ai fait des études de technicien de biomédical. Donc voilà, j'analysais le sang, etc. Enfin bref, j'ai un côté un peu scientifique aussi. Donc tout ça, ça m'intéresse parce que j'ai déjà vu des articles très intéressants où ils te disent que grâce à l'IA, on a inventé un antibiotique, il me semble, un nouvel antibiotique pour voilà, qui peut sauver des gens. Bref, ça peut vraiment amener beaucoup de choses. Donc l'IA, moi sur le papier, c'est pas que c'est bon ou mauvais, ça dépend pourquoi c'est fait. Mais par contre, pour l'art, je trouve que c'est de la merde. Je trouve que c'est de la merde parce que on n'arrête pas de le dire, c'est pas moi qui le dis, j'ai rien inventé, c'est juste de l'implémentation je sais pas combien de gigas, de téras de données empilées, de choses qui ont déjà été faites. Donc, c'est de l'inspiration, ni plus ni moins, comme nous d'ailleurs les artistes, on s'inspire. Mais ça devient un truc un peu mécanique, fait de 0 et de 1, qui te gerbe quelque chose, et après, il faut appeler ça de l'art. Pour moi, l'art, c'est propre à l'humain. Et en fait, éthiquement, ça me fait chier. J'ai pas envie d'avoir une IA qui me dise que ça, c'est de l'art. J'ai pas envie que mes enfants grandissent autour d'œuvres faites par l'IA. Je trouverais ça un peu déshumanisant et pas très cool pour leur intellect. Voilà, c'est tout. Ça, c'est mon avis. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment une aversion totale sur le fait qu'avec l'IA, on fasse de l'art, que ça serve des productions pour faire de l'art. Donc du coup, tout ce qui est la partie technique, que ça puisse avancer et aider, et je dis bien aider, pas remplacer, hein, mais aider des techniciens à aller plus vite sur le montage, sur la production de telle ou telle chose, etc. Oui, pourquoi pas? Moi-même, quand je fais des scénarios, maintenant je pose la question à l'IA, je me fais des dialogues en fait avec Gemini, voilà. Donc mais je lui demande pas d'inventer des trucs, hein, parce que ça me débecterait de faire des trucs via. Par contre, je lui mets mon scénar et puis je lui dis ce qu'il en pense, tu vois? Et du coup, ça me donne juste des chemins de pensée, comme si je parlais avec quelqu'un, que je lui demandais son avis. Et des fois, comme j'ai pas quelqu'un sous la main, je demande l'avis de Gemini, ça me donne des tips, pas des tips, voilà, je m'en sers. Donc, j'ai rien contre l'IA en tant que tel, je suis pas un vieux garçon qui vous dit le progrès, machin. Je dis juste attention, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est pareil pour l'IA. Et le fait est que je comprends un peu les comédiens de doublage ou d'autres gens qui disent attention, notre métier est voué à disparaître, etc.
Bon, voilà, je sais pas s'ils en font des caisses ou pas. Je pense qu'eux aussi, ils défendent un gros beefsteak, il faut le dire aussi. Ça rapporte quand même pas mal d'argent, cette industrie. Et ce qui est normal aussi. Enfin, je veux dire, voilà, chacun a son métier, chacun comment dire, les prix, les tarifs, tout ça, bon, ça s'est fait au fil des années et l'industrie fonctionne comme ça. Bon, j'ai rien à dire là-dessus. Mais je comprends qu'ils se disent, ouais, qu'est-ce que ça va devenir, quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment un jour il y aura, tout un film doublé par l'IA et cetera? Ça sert à quoi? Alors après, j'en entends et j'en connais et tu connais aussi, qui disent: «Ouais, mais en même temps, quand tu vois des fois des mauvais doubleurs et du mauvais doublage, tu te dis: "L'IA pourrait s'en charger". Effectivement, ça serait bien de remonter peut-être, le niveau du doublage». Et quelque part, il a raison et en même temps, j'ai pas envie de les mettre en parallèle. Je pense que l'un ne justifie pas l'autre. C'est pas parce qu'il y a du mauvais doublage humain qu'il faut absolument que du coup l'IA fasse mieux. Bah, je m'en fous moi qu'il fasse mieux. Ce que je veux, c'est que ce soit des humains. Après que l'humain puisse se tromper, et ben, et que le directeur artistique ou que les comédiens ont pas fait leur job, c'est un risque industriel. Voilà, bon, ça arrive. Mais de là à dire: «Ouais, bah, du coup l'IA là-dessus, il a toute sa légitimité», non, moi je pense pas. Voilà, ça c'est mon avis que d'autres gens ne partagent pas et voilà, tant mieux, je m'en fiche, c'est cool, c'est bien, enfin voilà. Mais voilà ce que j'en pense. Donc pour moi, moi personnellement, je pense qu'il y aura toujours des clients qui demanderont des vraies voix. Hem que les contrats qu'on a déjà perdus et je le vois, hein, parce que nous, tu sais, on travaille sur aussi des plateformes, alors je parle pas des plateformes comme Fiverr ou quoi, hein, je parle de plateformes qui sont spécifiques à la voix off. On voit quand même de moins en moins de contrats ou des contrats payés vraiment en lance-pierre. Que ceux qui se ruinent dessus, pour moi, à mon sens, ne sont pas vraiment des voix off puisque, soit ils connaissent pas les prix, soit ils se jettent sur n'importe quel, donc du coup, ça veut dire qu'ils font ça au tarif et quand tu fais ça au tarif, c'est jamais bon, ça veut dire que tu arrives pas à te vendre par la simple fait de ta compétence. Je parle même pas de talent, mais de ta vraie compétence. Donc, c'est vrai que je vois de moins en moins de travail sur certains types de travail spécifiques, et que je pense que l'IA a peut-être déjà pris des choses. Mais j'ai envie de dire, les clients qui vont dans l'IA par facilité, par j'en sais rien, même par rapidité, parce qu'on peut être très réactif, nous les WAF, et c'est même un nerf de la guerre précieux d'être réactif. On me dit souvent: «Ah, j'adore votre activité». Bah, merci, je fais tout pour. Mais ce que je veux dire, c'est que on perd des choses, mais je pense que ces contrats-là, de toute façon, on les aurait perdus parce que si le client cherche un tarif, il cherche un tarif, il cherche pas une voix off, quoi. Voilà. Donc bon, bah voilà, advienne que pourra, il y aura 2 types de pubs, celles faites par l'IA et franchement, enfin moi en tout cas qui ai l'oreille, je les entends quoi, même quand c'est bien fait, je trouve que c'est chiant, donc j'écoute pas la pub, donc j'écoute pas le produit, donc je l'achète pas et voilà et je pense que ceux qui sont restés avec nous resteront avec nous parce qu'ils veulent de la qualité et peut-être même que l'IA va nous faire du bien parce que peut-être qu'il va, même faire augmenter les prix, nous faire devenir des comment dire? La classe premium finalement. Il y aura ceux qui n'auront pas le budget et qui iront sur de l'IA et puis, Dior, Guess, tu crois qu'ils iront sur l'IA? Tu crois pas qu'ils resteront sur une vraie voix qui portera, la classe et puis le côté humain? Moi je pense que si, voilà. Pas mieux. Et j'aurais même une réponse technique à faire sur l'argument selon lequel quand c'est mauvais avec des comédiens, autant le faire avec de l'IA parce que du coup ça reste mauvais mais peut-être moins mauvais et en plus ça coûte moins cher. C'est une réponse de menteur ou d'incompétent. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un qui est du métier, et la personne qui fait cette réponse elle est du métier ou du coup se positionne en tant que quelqu'un qui est du métier, sait parfaitement la réalité d'un studio ou d'un plateau de tournage et sait qu'un résultat final peut être merdique pour la faute de le comédien qui ne sait pas jouer, ça peut arriver. C'est une raison parmi 40. Ça peut être mal monté, mal mis en musique, mal éclairé, mal dirigé, ambiance de merde, mauvais catering, les mecs ont faim, ont froid, il y a du retard, le producteur a appelé le réalisateur pour machin. Et de la même façon que les gens du métier savent qu'on peut transformer presque une merde en chef-d'œuvre et un chef-d'œuvre en merde, rien qu'avec le montage. On peut faire passer des percherons pour des chevals de course, les gens n'imaginent pas. Des chevaux de course, pardon. Il y a des types qui ont l'air d'être des gros balèzes, c'est de l'expérience vécue. Rien qu'avec le maquillage et la lumière, on peut faire prendre ou perdre 15 kilos de muscles secs à l'écran à quelqu'un. Les gens pensent que c'est exagéré ce que je dis, mais
Les gens qui savent ce que c'est qu'un plateau de tournage le savent ça. C'est clair. Et on C'est joue sur cette naïveté, cette méconnaissance. Donc le type qui dit ce qu'il a dit, c'est une réponse malhonnête, parce qu'il sait très bien que la plupart du temps, quand un film sort et qu'il est mal doublé, c'est pas parce que le comédien est complètement tarte et a pris une voix de couillon qui est en dehors du rythme exprès. C'est qu'à la fin, les conditions de travail étaient telles que le résultat final ne peut être que merdique. Bah, En revanche, je- l'inverse existe, rattrapé Ouais. par le doublage des mauvais produits, ça existe aussi. Ouais, voilà, on parlait la dernière fois, je crois, en off de Starkey Hutch, où Oui. il y a eu il y a eu des belles choses. Non, non, mais ça, c'est très vrai. C'est pour ça que, honnêtement, du mauvais doublage comme de la mauvaise comédie, enfin, je veux dire, sans parler même de doublage, je veux dire, un comédien, voilà, il y a plein de films où on se dit, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, bah, c'est arrivé. Donc, c'est pas pour autant qu'on va se dire, bon, bah, voilà, maintenant qu'il y a ça, on va mettre que comment on appelle ça, là, des face app, ou je sais plus comment on appelle ça, c'est genre, tu vois, genre des trucs tout en 3D, quoi, des modifications 3D, parce que, bah, voilà, comme ça remplacera les mauvais comédiens. Mais putain, enfin, je veux dire, de grâce, je pense pas qu'on a tous été, enfin, on n'est pas parfait, quoi. Et puis c'est peut-être tant mieux aussi. On n'arrête pas de. Et je pense que c'est bien quand il y a des gens qui louent l'imperfection. Bah tiens, Pierre Mauboucher, dernièrement, il a fait un article là-dessus. Enfin, il a reposté un article que j'avais déjà lu et qui est très bien sur l'imperfection. Il faut faire attention à tout ça, et c'est pour ça que moi je mets pas en parallèle. Après que bien sûr il y ait des exagérations dans toutes les industries, qu'on en fasse des caisses, que voilà, ça oui, d'accord. Mais moi en tout cas, j'ai pas envie en plus dans toutes ces guerres intestines qu'on y mette l'IA et qu'on oppose la machine à l'homme, quoi. C'est la dernière des choses que moi j'ai envie de faire. Donc voilà, encore une fois, voilà, l'IA, ça existe. Il ne faut pas commencer à se mettre des œillères et à ne pas le voir. Oui, ça existe. Maintenant, est-ce que c'est un débat? Pour le moment, c'en est un petit. Qui en est des comédiens qui donc défendent leur bout de gras et disent bah ouais, on va manifester, puis on va essayer d'avoir des lois et de légiférer. Moi, je trouve ça totalement légitime parce qu'à un moment donné, il faut pas faire n'importe quoi, et il faut pas oublier que, ouais, la plupart du temps, c'est quand même du vol, quoi, du vol de voix. Moi, j'ai pas envie que ma voix soit volée. C'est mon empreinte digitale, c'est à moi. Tu me demandes avant, déjà, je te dirais sûrement non. Et même si tu me donnes 10 millions, 10 millions, peut-être que j'y pense. Mais à moins, non. Donc, Voilà comment sont les comédiens. non, mais voilà, 10 millions, puis je t'enfilerai 5, Alexandre, il n'y a pas de souci. On avait dit qu'on le disait pas, ça. On avait dit que je passais pour le gentil dans l'interview. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, non, tu voles pas les choses comme ça. Et malheureusement, l'IA en vrai, il a besoin de ça. Le machine learning, le chat GPT, tout ça, ils ont besoin de ça. C'est pour ça qu'ils le font d'ailleurs. Et ils le font même au mépris de toutes les lois, parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent pas payer. S'ils devaient payer tout ce qu'ils devaient payer pour pouvoir accomplir machin, ils peuvent pas. Donc ils passent à travers les mailles, ils le font. Et ça, on le sait. On n'est pas des crétins, les Google, les GAFAM, tout ça, voyons. Vous nous avez pris pour qui? Hein? Allez, bisous. Je vous embrasse pas. Voilà. Non, mais c'est vrai que le faux débat de la qualité, je me souviens, il y a une vidéo rigolote qui est sortie, je crois, l'an dernier, de Pierre Ninet, qui dit qu'il adore les vieux doublages des Oui. années 70 et qui imite ça très bien d'ailleurs. Mais c'est un problème de jeu. Même pas mauvais d'ailleurs, parce que c'est pas du mauvais jeu, c'est juste trop. Trop d'intention. Voilà. Mais bordel de merde! C'est vraiment vous, les gars? Vous vendez de la drogue! Il fait du Eddie Murphy tout le temps, tu sais. Ouais, c'est Salut ça. Rodolphe! Comment ça va? Tu sais qu'Eddie Murphy, il en a tellement eu marre qu'on singe son truc de rire, qu'apparemment, pour le dernier flic de Beverly Hills que j'ai pas vu, il a arrêté ça. Il a plus ce rire-là, exprès. Je trouve ça dommage presque, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Bah ouais, mais ça reste. Oui, l'IA n'a pas grand chose à voir là-dedans, effectivement. Non, d'ailleurs, non. Là, pour le coup. Direction d'acteur. Mais tu vois, ce qui est là où moi j'ai beaucoup réagi sur les réseaux avec l'IA, c'est ce qui s'est passé avec Alain Dorval. Pour moi, c'est un peu une honte, quoi. Voilà, c'est tout, parce que on sape des années de boulot avec ce truc-là. Je veux dire, pour les gens qui sont pas forcément du métier, qui en ont rien à secouer, hein, c'est ce qui est tout à fait louable. Il y a des gens, ils sont pas du tout là-dessus. Ils écoutent ça un matin, ils disent putain, Alain Dorval, avant de mourir, il est pas bien le mec, tu vois. Et je veux dire, ça sape tout un mémorial, une vie artistique. Je trouve ça dommage. En plus, ça vient de sa propre fille. Oh là là, le couteau dans le dos. Bon, après, j'imagine qu'elle sait ce qu'elle fait, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il y a un truc qui va pas, c'est qu'apparemment, elle aurait dit au studio, il n'y a rien qui sort sans mon aval. Les mecs, bah si, il y a tout qui est sorti avec. Voilà.
et avale ça, quoi. En gros, Ouais, voilà, c'est ça. ouais. Et tu te dis, mais donc on se dit, oula, t'as vu, tu leur donnes ça, ils prennent déjà ça, qu'est-ce que ça va être après? Donc ouais, faisons attention et puis disons leur non, quoi. À un moment donné, on a encore des bons comédiens, faut le faire. Et puis là, par contre, là où oui, c'est vrai que des fois, encore une fois, il y a des doublages qui sont mal faits, etc. Mais moi, je reste persuadé, mais après peut-être que je suis con, hein, qu'on fait partie de ceux qui doublent mieux, en tout cas en Europe, et que la France fait partie en plus de celle qui a inventé la bande rythmo. Donc voilà, moi j'ai pas envie de perdre ce truc. Je trouve ça, tu sais, c'est un peu comme tu sais, c'est une sorte de patrimoine de l'UNESCO, tu vois. C'est un truc que j'ai envie de garder. C'est une sorte de tradition. J'aime bien. Gardons-le le plus possible. Et je dis ça en plus sans pour autant. Enfin, ça se trouve, ça se trouve en vrai, même si apparemment je double bien ou quoi, ça se trouve je ferai jamais ce métier parce qu'on sait comment c'est dur, etc. Donc je parle même pas pour moi. Je dis juste, franchement, je kiffe ça et ça serait dommage de perdre ça au profit de l'IA qui prendrait effectivement les vraies voix des comédiens, parce qu'apparemment c'est ce qu'ils voudraient faire, prendre les vraies voix des comédiens VO, et puis après les traduire dans toutes les langues, avec chacun sa spécificité. Bon, j'y crois pas trop, mais voilà. C'est une méconnaissance prométhéenne Oui. de ce qu'est à la fois la linguistique, la comédie et tout un tas de choses, très certainement. Donc bon, mais ça ne m'inquiète pas trop non plus pour ça, parce que ça tombera. Mais on en reparlera avec le prochain invité, parce que la prochaine invitée a eu la chance de travailler avec Alain Dorval de son vivant, et même d'être assez proche de la famille. Donc, en plus, je détaillerai ce sujet spécifiquement avec cette personne, hein, pour ceux qui auraient raté de quoi on parlait. La fille d'Alain Dorval, Aurore Berger, qui est une femme politique, a donné l'autorisation. Alors elle dit qu'on l'a un peu trompé, c'est peut-être le cas, mais c'est ce qu'elle a dit par rapport à la société Eleven Lab, je crois. Comme ça. C'est ça, Eleven Labs, ouais. Eleven Labs, avec un S, je crois, ouais. Qui a utilisé la voix paria de Alain Dorval après sa mort, donc il est mort il y a 1 an ou 2, je crois, pour faire une bande démo une bande-annonce d'un futur film de Stallone. Et tout Internet est tombé dessus parce que c'est gênant, c'est pas bon. Faut voir la gueule du truc, quoi, vraiment. Allons-y, c'est parti. C'est ça. Et on rentre un peu dans de la nécromancie, c'est-à-dire qu'à un moment, on fait parler les morts, sous prétexte qu'on aimait bien leur voix quand on était jeune. On voit bien que le problème, avant de se poser dans le juridique, il doit poétiquement se poser en amont, sinon ça fait très très peur s'il se pose plus. Ouais. Bon, après, voilà, on me traitera de... Mais c'est vraiment... Mais en plus, c'est mortifère, quoi. Déjà, on fait parler... La machine remplace l'homme, un homme qui est mort, et en fait, on voudrait faire croire que du coup, on le maintient artificiellement en vie, alors qu'il existe des comédiens bien vivants qui peuvent faire le travail. Ils le feront pas comme Alain Dorval, parce qu'encore une fois, comme on l'a dit au début, c'est moi, toi, c'est toi, on pourra pas se remplacer. Mais putain, laisse faire un autre comédien, il mettra son intention, il mettra son truc, il essaiera de faire encore une fois, d'abîmer le moins possible Stallone pour le coup, et les vaches seront bien gardées. Voilà. Et je me rappelle d'une interview d'Alain Dorval lui-même, qui était sur une émission, donc on lui demandait évidemment de montrer ce qu'il fait, parce qu'on adore ça, même si ça les saoule un peu d'être pris pour des mouettes à bœufs, ce que je comprends. Et il disait en toute sincérité, mais non, je ne peux pas vous imiter la voix de Stallone. Demandez à Yves Lecoq, qui le fait dans les Guignols de l'info. Moi, je sais pas le faire. J'ai pas l'image. Je peux pas vous faire Stallone. Et je voyais les journalistes autour qui, ouais, c'est ça, tu fais ta star. Non, c'est juste que vous connaissez rien à la comédie et rien au doublage. Sinon, c'est vrai ce qu'il dit. T'as pas l'image, t'as pas le jeu, t'as pas l'énergie, t'as pas de texte, t'as pas d'appui, t'as rien. Mais t'es pas une boîte à meux. On met pas une pièce et vas-y, fais-nous la voix. Au mieux, mais vraiment, faire de l'imitation et encore. Et je vous assure que c'est vrai, moi, à mon petit niveau de cover de doublage, c'est vrai que quand je me mets devant l'image, c'est là que me vient instantanément l'inflexion, le truc qui fasse que je vais me sentir plus proche du comédien avec telle voix qu'avec une autre. Mais si tu m'enlèves l'image, bah j'arrive plus. Enfin, j'arrive pas à me mettre dans le délire. C'est normal. Enfin, moi, je comprends tout à fait Dorval. Encore une fois, imitateur, c'est un autre métier. Oui, c'est complètement un autre métier. Moi, j'essaie de faire Johnny quand il parle. Pas quand il chante, mais quand il parle, j'essaye de le faire. Des fois, ça donne... Salut, c'est Johnny. Alors, ce que je voulais te dire, Alexandre Damadi, c'est que j'aime beaucoup ton émission. Que j'aime beaucoup, que j'aime toujours. Voilà, je voulais savoir si un jour tu voulais faire du rock, puisque je sais que apparemment tu sais faire la voix rock. Voilà.
Si t'as besoin d'un chien un jour, Johnny, dans un de tes histoires, il y a une actualité. Ça date d'il y a plusieurs mois au moment où sort l'émission. Mais... Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la page d'Alexandre où il en parle très bien et qui fait très rire en plus. Et puis vous aurez en plus son imitation pour le coup de Richard Darbois quand il fait le génie, il le fait extrêmement bien. Moi ça m'a fait rire. C'est bon, quand tu m'as fait ça, j'étais. Tu sais que au début je m'entraînais là-dessus pour faire des espèces de trouver de la décomplexion dans la voix. Ah ouais. Et comme je me souvenais de petits bouts de dessins animés, je faisais ça pour mon chien qui a actuellement, je ne vous le montrerai pas parce que je préserve ma vie privée, mais sa cuisse, son menton sur ma cuisse au moment où on enregistre, là, juste okay. Je vais faire ça. Bienvenue à Agrabah, cité de la magie noire, de l'enchantement et des plus belles marchandises de ce côté du Jourdain, seul dans ce moment, profitez-en. Voilà, ouais, excellent. Je sais pas imiter Alain, ah si, mais franchement, et puis t'apprends, voilà, comme t'apprends le théâtre, comme des trucs où t'es plus ou moins bon, de faire Scooby-Doo, Las Palès, toutes des voix très très marquées, de faire Philippe Noiret, etc. Et je le fais en cours des fois avec des élèves pour les décomplexer. Ça les fait rire, ça les détend, on trouve quelque chose, et hop, on accède à la possibilité de... C'est ça l'intérêt. Et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, c'est un vrai connard, le mec dans le studio en radio qui te pourrit, qui te fait chialer, qui t'enterre plus bas que tout. Mais dans quel domaine de la vie est-ce qu'en démontant les gens, on obtient d'eux ce qu'on veut ? Bah là, en tout cas, clairement pas dans celui-ci et pas dans mon logiciel. Hein. Mais vraiment, ils m'ont mis dans un état de stress. Comment te dire, c'était devenu chimique. Hein. C'est-à-dire qu'après, vous savez, hein, peut-être vous le savez, vous le savez pas, j'en sais rien. Je vous donne aussi quelques petits cours par-ci par-là. N'hésitez pas. 06 60. La plupart de ce que nous ressentons aussi, ça ne vient pas forcément que du cœur, mais ça vient surtout du cerveau et de la chimie du cerveau. Et parfois, à force de ressentir les mêmes choses, donc et d'émettre du coup tout le beau cocktail qui fait de vous quelqu'un de stressé, quelqu'un d'anxieux, et ben la chimie du cerveau change. Et c'est ça le pire en fait, c'est quand votre chimie en fait elle passe à un certain seuil, votre chimie de cerveau est changée et donc physiologiquement parlant, vous êtes angoissé, vous êtes déprimé. Et après, des fois, c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'avoir de la chimie, quoi, des médicaments, pour pouvoir remettre tout ça en ordre. Et ben ouais, là, il m'avait mis dans un tel état de stress que je pense que j'avais dépassé ce seuil, quoi. Donc après, à partir de ça, comment tu veux être créatif ? Parce qu'en plus, il fallait que je fasse une chronique humoristique, etc. Comment tu veux être créatif après avec ça ? Comment tu peux donner le meilleur de toi-même ? Comment, en fait, ils pouvaient espérer avoir ce qu'eux, ils ont vu dans un de mes sketchs, un truc que je maîtrise, un truc que je fais moi, un truc où j'avais bien sûr le texte, là pour le coup, c'était pas de l'impro, c'était un sketch. Comment ils veulent retrouver ce personnage en lui mettant tant de pression et en lui disant en plus, écoute, t'as jamais conduit de camion poids lourd, non ? Bon bah voilà, tu fais camionneur poids lourd, tu fais semblant. Ah bah d'accord, eh ben, allons-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais voilà, mais vraiment, c'était lunaire. Il y a des gens, des fois, ils sont lunaires et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est un sketch, quoi. Ou alors, t'es vraiment très con. Je sais pas, à l'heure actuelle. Ou alors, tu n'étais là que pour servir de matière première à un sketch et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en vrai, oui. Prends ta dose de karma, bitch. C'est un peu ça. C'est bien d'avoir su renverser l'adversité. Encore une bonne qualité de comédien. Rodolphe, pour conclure, à moins qu'on ait oublié quelque chose d'important auquel tu penses et à quoi tu tiendrais. Alors là, comme ça, tout de suite, non, j'ai l'impression que... Bah, on n'a pas parlé vraiment beaucoup de voix off, mais voilà, sachez que je fais de la voix off et que ça, c'est mon métier premier, que j'adore, voilà. C'est sur la fin qu'on allait en parler. Ah pardon, excusez-moi. Bah, tu me poses des questions, je te réponds, tu me dis que je réponds mal. Ah bah merde. Ça aurait fait des efforts quand même. Non, c'est vrai, on pourrait passer 8 heures, vous voyez bien, c'est pour ça que je suis un peu obligé d'orienter, mais où peut-on trouver ton travail ? Comment peut-on soutenir ton travail, qui est actuellement constitué principalement de la voix off ? Bah, je dirais la même chose que Charlotte. Hein. Appelez-moi, embauchez-moi. Non mais vraiment voilà, bah, donc je fais de la voix off. Il y a une pub actuellement là quand sort la vidéo qui tourne. Vous pouvez m'écouter sur Énergie, Nostalgie et Chérie FM. Voilà une pub pour je sais pas si on peut dire les marques. Enfin bref une pub pour Octopus Énergie, voilà pour le coup. Chez moi, tu peux.
Ok. Donc voilà, encore fournisseur d'énergie, mais enfin tout ça pour dire que vous pouvez écouter ma voix si jamais vous avez envie de vous faire un avis. Cela dit, vous pouvez aussi aller sur mon site www.rcvoixoff.com et il y a pas mal de démos. Voilà. Ensuite, je dirais que sur le plan artistique, parce qu'encore une fois, donc ça c'est ce qui me fait vivre, et donc n'hésitez pas, voilà. Mais sur le plan artistique, moi voilà, je suis amené des fois à faire des courts-métrages. Souvent, je le fais pour des concours, et qui dit concours dit il faut voter pour. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, hein, que ce soit donc sur Facebook ou Insta, hein, Rod Voix Off, RC Voix Off, vous allez pouvoir me trouver de toute façon, ou alors demandez-moi sur LinkedIn, et je vous envoie voilà ce qu'il faut. Et quand ça sort, votez pour le film. A priori, si vous avez aimé, votez vraiment. Si vous n'avez pas aimé, à la rigueur, votez pas. Ou alors, si vous voulez donner un petit coup de pouce, votez quand même. Mais ouais, voilà, on essaye à chaque fois de faire de se faire remarquer. Voilà, dans un monde aussi, encore une fois, très, très fermé, très impitoyable, où il y a de la concurrence. Attention, hein, des fois, ça fonctionne pas parce que les autres sont meilleurs, tout simplement. Et c'est génial, franchement. Moi, j'apprends toujours. Mais franchement, là, je suis content du dernier que j'ai fait, notamment sur le handicap. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais je suis vraiment content parce que j'ai trouvé le bon équilibre entre l'humour et en même temps dénoncer un peu quelque chose, enfin parler de quelque chose. Voilà, ça tombait sous le sens. Et je suis content en plus d'avoir fait intervenir une comédienne handicapée, vraiment, pour le coup. Et voilà, ça suivait la logique un peu d'un petit truc en plus, et de ce qu'a fait Artus que je trouve vraiment exceptionnel. Voilà. Et lui aussi, il a fait un beau pied de nez à tous ceux qui ont dit mais non, on veut pas voir des. Ah, non. Et ben voilà. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Bravo à lui, vraiment. Pour le coup. Et donc voilà, vous pouvez venir me voir aussi sur TikTok, Rod Voix Off, voilà, où là je mets vraiment essentiellement du doublage, hein. Tout ce que tu as vu en démo, il y a plein de vidéos là-dessus comme ça. Donc vous pouvez voir là-dessus, voilà, j'essaye de faire ça. Et puis j'ai aussi, pour les plus petits coquins d'entre vous, j'ai une page Facebook et aussi TikTok qui s'appelle Coupé, comme on dirait sur un plateau de cinéma, Coupé, et où je fais en fait du doublage, mais là cette fois parodique, c'est-à-dire que je prends les bandes rythmo et je leur fais dire autre chose. Voilà, ça c'est vraiment pour mon plaisir personnel, pour un peu rattacher, tu vois, finalement, la boucle bouclée avec l'humour. Je fais plus de sketch, mais j'ai gardé toujours ce truc-là. Et quand c'est pas des courts-métrages, j'aime bien de temps en temps faire de la parodie, voilà. Où là vraiment j'essaye pas d'être le meilleur doubleur au monde, j'essaye pas de voilà, j'essaye vraiment surtout là mon but c'est de faire rire. Donc j'essaie de faire rire un peu comme tu le disais Alexandre, effectivement, justement avec un de mes exemples qui est Mosinor, qui à l'époque me faisait hurler de rire. Ces temps-ci, je crois qu'il y en a un autre qui fonctionne bien, qui s'appelle Dadou, je crois. Voilà, et qui m'inspire aussi, mais ouais, voilà, donc j'essaie de faire des choses sympas comme ça, soit sur de l'actu, soit sur des choses plus généralistes. Voilà, il y a un truc sur la bonne année, là, il y a un truc sur la galette des rois. La troisième que j'ai fait est plus spécifique, c'est sur un drama qui se passe entre deux youtubeurs. Bon, bref, ça, il faut connaître. Voilà, c'est pas un truc, c'est pas un humour à la portée de tout le monde. Si vous connaissez pas, vous allez rien paner au truc. Mais voilà, ça, c'est vraiment mon petit. Ma petite récré, voilà, ma petite cour de récré. C'est pas le truc, voilà. Mais en tant que professionnel, n'hésitez pas, si vous aimez les voix claires, médium, sympathiques, et en plus je suis quelqu'un de sympa, voilà, venez me voir et puis on en discute quoi de votre projet. Un petit timbre, j'ai oublié son nom, c'est Damien Viteka, Oh, le doubleur de Matt Damon. Il y a un petit truc comme ça dans ta voix. un peu ce truc-là, d'accord. Ça me fait plaisir. Ouais, ok. Je prends. Je sais que tu sais la changer. On l'a vu, on l'a entendu. Oui, nous voulons du poisson. On essaye de moduler, c'est cool. En tout cas, moi, c'est un des exercices que je fais. Bien sûr, quand j'ai chauffé ma voix, c'est un exercice aussi que je fais parce que c'est bien ça. Tu replaces ta glotte. Excuse-moi, moi, j'ai pas tous les mots techniques, mais en gros, en fonction de là où tu places ton larynx ou quoi, et où tu formes le haut dans le palais ou pas, ça te change des choses. Et c'est pas un truc que j'utilise que dans le doublage. Ça, vraiment, ça vient vraiment de la scène avec ce qu'on fait en impro, quoi. Hein. C'est ça qui est génial. Hein. C'est ça qui est génial. Absolument. Rodolphe, j'ai pas vu passer le temps. C'était un chouette moment. Eh ben écoute, merci. J'espère que ceux qui nous regarderont, enfin surtout toi, parce que tu es un petit à droite en bas, c'est sur toi dont on parle aujourd'hui, auront eu la même impression. Et merci beaucoup d'avoir passé ce temps
avec nous. C'était l'émission Ça envoie du jour avec Rodolphe Campeggia, comédien, réalisateur, humoriste, vocaliste et, à mon avis, bientôt comédien de doublage et peut-être même doubleur. Que les dieux puissent t'entendre. En tout cas, merci, ça a été un moment super sympathique et j'espère qu'effectivement, comme tu le dis, ceux qui verront cette vidéo apprécieront aussi. Voilà. Je pense. Salut Rodolphe. Salut, à bientôt. Ça m'aide à m'en souvenir. J'ai besoin de m'en souvenir. Et parfois, je me dis qu'il y a tellement de beauté dans le monde que c'en est insoutenable.